Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Alain Olivier. Je suis ici à titre de titulaire de la chaire en développement international et c'est moi qui aurai le bonheur, le privilège d'agir en tant qu'animateur pour cette conférence ou de modérateur, si on veut. Donc, comme vous le savez, nous recevons aujourd'hui à l'Université Laval un invité de prestige, M. François Crépeau, qui est rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme des migrants. Je tiens donc à le remercier chaleureusement d'avoir accepté notre invitation malgré son agenda qu'on imagine extrêmement chargé, spécialement par les temps qui courent. Donc, M. Crépeau est aussi professeur titulaire à l'Université McGill et titulaire de la chaire Hans et Tamar Oppenheimer en droit international public, ainsi que directeur du Centre pour les droits de la personne et le pluralisme juridique. Cette conférence est organisée par la chaire en développement international de l'Université Laval et l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, l'ACOSI, en partenariat avec Managers sans frontières et l'Association des étudiants en développement international et action humanitaire. Avant d'introduire notre conférencier et le thème de la conférence, j'inviterai tout d'abord Mme Michèle Asselin, directrice générale de l'ACOSI, à prendre brièvement la parole. Merci et bon événement. Bonsoir, mesdames et messieurs. Au nom de l'ACOSI, je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue à cette première activité de la Semaine du développement international. Merci à la chaire, merci aux autres associations partenaires qui ont pu faire en sorte que nous ayons cette soirée. Et bien sûr, merci M. Crépeau d'avoir accepté cette invitation. Vous savez qu'elle est diffusée par le web, alors j'en profite pour saluer toutes les personnes qui nous écoutent via ce média très important. Donc, on rejoint beaucoup de personnes ce soir. La SDI, la Semaine de développement international, au Québec, l'ACOSI a décidé de la souligner sous le thème de la migration, sous le thème des réfugiés. Alors, du 7 au 13 février, toutes sortes d'activités seront organisées au Québec abordant ce thème et je vous invite à aller sur le site web alep-joliette.com. Vous y trouverez une bande dessinée rédigée, créée, produite par M. Francis Desharnais, qui est un BDiste connu. Vous l'avez vu défiler, vous avez vu défiler la page couverture. Ça raconte l'histoire de Salima, une femme monoparentale. Ça raconte son parcours d'Alep à Joliette. D'autres outils, un quiz, 4 fiches techniques. Utilisez-les, animez, diffusez. C'est important de souligner cette semaine de développement international. Plusieurs d'entre nous portons un macaron. Bienvenue aux réfugiés. Si vous voulez vous en procurer un, il y a le café Fou Allié qui en vend dans le pavillon des Jardins. Et je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à visiter le site web de l'ACOSI, facile à trouver, l'ACOSI qui souligne ses 40 ans cette année, 40 ans d'action en développement et en solidarité internationale, regroupant 67 organisations. Alors, nous en sommes très fiers et je vous souhaite une bonne soirée. Donc, avant de vous présenter M. Crépeau, je voudrais quand même dire quelques mots sur la conférence elle-même, mais aussi sur le rôle particulier que les rapporteurs spéciaux des Nations unies peuvent jouer. Ces rapporteurs spéciaux sont des experts indépendants qui sont nommés par le Conseil des droits de l'homme. Ils vont donc jouer un rôle qui est vraiment de premier plan dans la protection des droits de la personne. Par leurs rapports qui sont rendus publics, ils vont aussi contribuer à faire connaître les violations des droits de la personne et la responsabilité des gouvernements de les protéger. Donc, c'est vraiment, comme vous pouvez le voir, un rôle très, très important. Et c'est en 2011, alors que la question migratoire occupait une place croissante dans les débats nationaux et internationaux, que M. Crépeau a été nommé rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme des migrants. À ce titre, il a pu effectuer plusieurs missions
des missions officielles dans de nombreux pays, dont l'Albanie, la Tunisie, la Turquie, en Italie aussi, en Grèce, à Qatar, au Sri Lanka, à Malte. Puis, il a produit plusieurs rapports thématiques sur des questions très variées, mais qui touchent évidemment le droit des migrants, notamment sur la détention des migrants, sur la protection des droits humains aux frontières extérieures à l'Union européenne, qui est en première ligne, comme vous le savez actuellement, les migrations climatiques aussi, qui vont, en tout cas, qui nous concernent de plus en plus, la gouvernance globale des migrations, l'exploitation du travail des migrants, les pratiques de recrutement de la main-d'œuvre étrangère, parmi d'autres. Donc, on est vraiment heureux ici d'accueillir quelqu'un qui a une expertise globale très grande sur tous ces problèmes. Maintenant, concernant la conférence elle-même, bon, vous savez qu'il est de notoriété publique que les profondes injustices qu'on peut observer en matière de distribution des richesses sur la planète constituent une des raisons qui vont inciter des personnes à se déplacer. Ce n'est pas la seule, mais c'est évidemment une raison très importante. Maintenant, le discours sécuritaire actuel, trop souvent, va négliger la force de ces inégalités et sous-estimer les avantages aussi potentiels de la mobilité des personnes. À plusieurs reprises, d'ailleurs, M. Crépeau, vous vous êtes exprimé sur le fait que les restrictions qui sont mises en place par les pays d'accueil peuvent augmenter à la fois les coûts et les risques d'émigration. Donc, alors que les enjeux sécuritaires tendent de plus en plus à mobiliser l'attention des médias, vous invitez les pays à faciliter la mobilité des personnes et à promouvoir la diversité. Nous sommes donc particulièrement heureux aujourd'hui de vous offrir cette tribune pour partager avec la communauté universitaire et le grand public le fruit de vos réflexions à ce sujet. Donc, vous allez bénéficier d'une 40aine de minutes pour votre exposé, après quoi on va procéder à une période de questions. Donc, M. Crépeau, à vous la parole. Merci infiniment de m'accueillir ce soir pour cette conférence. Merci aux organisateurs, professeur Olivier, Mme Asselin. Merci à tous ceux qui ont contribué à faire que ça puisse se réaliser, même si la température n'était pas vraiment au rendez-vous et qu'on a eu un peu peur aujourd'hui que les routes ne soient pas passables. Merci de m'inviter aussi pour la semaine du développement international. Merci de penser à associer les migrations au développement. Vous verrez, j'ai quelques diapos là-dessus. Ce n'est pas évident d'associer migration et développement. Ça nous paraît plus évident aujourd'hui, mais très longtemps, ça ne l'a pas été. Ma présentation, vous allez voir, c'est un PowerPoint qui est un petit peu hybride. Il parle de beaucoup de choses. Ma présentation représente un peu une espèce de synthèse de plusieurs choses que j'ai essayé de dire au cours des dernières années, particulièrement des choses que j'ai essayé de dire à l'Union européenne et aux pays de l'Union européenne. J'ai fait 2 rapports, un rapport en juin 2013 et un rapport en juin 2015. Le deuxième rapport avait été fait à la demande du Conseil des droits de l'homme, qui m'a demandé ce rapport-là après l'été de Mare Nostrum, après l'été 2014, en me disant « il faut revenir sur le sujet, refaites-nous un rapport ». Et donc là, j'ai refait un rapport que j'ai appelé en anglais « Banking on Mobility over a Generation ». Ça veut dire compter sur la mobilité. Et c'est un petit peu la conclusion que j'essaie de faire passer aux Européens. Comme vous imaginez, ça ne passe pas très bien. Alors, ce que je voudrais essayer de faire, donc l'idée, c'est faciliter la mobilité, promouvoir la diversité comme levier de développement, mais ça signifie, vous allez voir, un changement de mentalité que les Européens ne sont pas prêts à faire. Je vais pas mal parler de l'Europe, mais quand je parle de l'Europe, c'est parce que c'est l'Europe qui est en premier plan en ce moment dans nos médias. En fait, cette réflexion, elle s'adresse à l'ensemble des pays de départ, de transit et d'accueil de la planète. Et nous sommes tous, à peu près tous les pays du monde aujourd'hui sont, dans une certaine mesure, des pays de départ, de transit et d'accueil. Beaucoup de Canadiens émigrent à l'étranger. Le Canada reçoit beaucoup d'immigrants. Je pense que la proportion est probablement un peu différente dans d'autres pays, mais nous sommes tous des pays d'origine, des pays de transit et des pays d'accueil. Et ça, c'est quelque chose qui a changé par rapport, par exemple, aux migrations des années 50. L'autre élément que je ne mentionne pas dans le PowerPoint, c'est d'utiliser le terme mobilité au lieu d'utiliser le terme migration. Je crois que nous sommes au début d'une ère de mobilité qu'on n'a jamais connue. Quelle était la chose qui était la plus importante
pour la grande majorité des migrants qui sont entrés en Europe en 2015? Téléphone cellulaire. C'était Google Maps pour savoir où ils allaient. C'était le téléphone de leur frère, de leur cousin, de leur ami à Francfort ou à Düsseldorf ou à Amsterdam. C'était ça la mobilité. C'était la condition de la mobilité. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a 50 ans. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a 20 ans. Et là, je pense que nous sommes dans une ère de mobilité. Nous ne sommes plus dans une ère nécessairement, comme c'était le cas dans les années 50, 60, 70, de migration définitive, où parfois on revenait en vacances dans l'ancien pays, mais ce n'était même pas sûr. On est dans une ère beaucoup plus grande de mobilité. Vous êtes mobile comme étudiant, nous sommes mobiles comme professionnels, nous avons plusieurs emplois au cours de notre vie, nous changeons de ville, nous changeons de pays, nous changeons de langue. Et ça, c'est quelque chose aussi de nouveau. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là que je vous livre mes réflexions. Là, je vous fais le plan. Très rapidement, c'est les 17 points que je... je m'excuse, il y en a 17. Les 17 points que j'aimerais passer en revue avec vous pour essayer de faire cette démonstration qu'il faut organiser la mobilité au lieu de tenter d'y résister. Résister n'apporte que des ennuis, alors que tenter de l'organiser apporte des avantages et, entre autres, des bénéfices de développement. Alors, on va passer au travers de ça. Je ne veux pas vous les lire, là. On va passer tout de suite. Nous sommes tous des migrants. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas intuitif. C'est contre-intuitif. Nous pensons des sédentaires. On se dit qu'on est installé. Mon ancêtre, Maurice Crépeau, est famille fondatrice de Saint-Pierre de l'île d'Orléans. Je suis sédentaire, etc. Oui, mais ma mère est française, née en Belgique. Mon grand-père était né à Saint-Paul au Minnesota, le descendant de Maurice, comme son père. Son grand-père était de Marieville. Moi, j'ai étudié en France, j'ai habité ailleurs également. Je veux dire, il y a des parcours migratoires complexes. Nous sommes tous des migrants et nous avons toujours été des migrants. Nous descendons tous, nous disent les généticiens, d'une seule femme qui habitait dans l'Est africain il y a 200 000 ans. Et nous sommes les descendants d'autres espèces humaines avant ça, Homo habilis, Homo erectus. Et on a conquis la planète plusieurs fois. Homo habilis, Homo erectus ont conquis la planète. Homo sapiens, nous sommes sapiens sapiens. On est sorti, semble-t-il, d'Afrique il y a à peu près 70 000 ans. Et on avait tourné en Afrique beaucoup. Et on est arrivé en Australie il y a 60 000 ans, 10 000 ans seulement pour traverser la moitié de la planète. On est arrivé en Europe il y a 40 000 ans à peu près. On est arrivé en Amérique il y a 18 000 ans. Nous sommes des migrants. Ça fait très peu de temps qu'on est installés. Il y a des populations nomades encore sur la planète aujourd'hui. Et notre nomadisme continue. On se pense installé, mais très souvent, si je fais l'exercice avec vous, qui habite, peut-être à Québec c'est différent, je ne sais pas, vous allez me contredire, qui habite aujourd'hui dans la ville de naissance de ses 4 grands-parents? J'ai une personne, c'est la proportion que j'ai, 2, c'est la proportion que j'ai. La proportion est un peu plus élevée à New York, à Paris, à Londres, parce qu'il y a plus de Londoniens de nombreuses générations. Donc vous avez tous, et moi y compris, nous avons tous une histoire migratoire, parfois courte, parfois c'est Gaspésie à Québec, mais c'est une migration, et pour la personne qui est arrivée de Gaspésie, ça a été un choc culturel. On ne prononçait pas les mots de la même manière, on ne vivait pas de la même manière, c'était une grande ville, c'était compliqué. Et les migrations peuvent être courtes, mais internationales. Si on va habiter de Montréal à Burlington, c'est 2 heures. Mais on a franchi une frontière internationale. Si on va habiter à Vancouver, c'est un continent entier, mais on est dans le même pays. Tout ça, c'est des migrations. Donc, nous sommes des migrants. La migration a toujours existé. Ce n'est pas les politiciens qui vont nous empêcher de migrer. On ne peut pas arrêter la migration. On peut la dévier. S'il y a un besoin de migrer, la migration va se produire. C'est ce qui s'est passé en Europe cette année. La géographie peut aider. L'Australie a plus de facilité à bloquer les mouvements migratoires que d'autres pays. Mais les États-Unis n'y arrivent pas. Ils ont dépensé des milliards de dollars pour des barrières sur le long de la frontière mexicaine. Et il y a encore des dizaines de milliers de jeunes centra-américains qui rentrent aux États-Unis aujourd'hui comme l'an dernier. On n'arrête pas la migration. Nous sommes des migrants, c'est une réponse normale, c'est la condition normale de l'humanité et c'est une réponse normale aux stress environnementaux, culturels, politiques et économiques. Donc c'est la règle, pas l'exception. Il faut comprendre les dynamiques migratoires. Dans la dynamique migratoire, il y a des push factors et il y a des pull factors.
Les push factors, on les connaît, la violence et la misère. Les gens doivent partir, protéger leur famille. Les gens doivent partir, ils n'arrivent pas à nourrir leur famille. Très souvent, c'est un projet familial, clanique. On ramasse l'argent, on le donne à un jeune, généralement un jeune garçon entre 16 et 24 ans, et on lui dit, écoute, pars, essaie de voir ce que tu trouves, et si tu trouves quelque chose, envoie-nous de l'argent ou fais-nous venir. Parce qu'ici, il n'y a rien. Ici, on n'arrive pas à éduquer les enfants, on n'arrive pas à nourrir les enfants. Et c'est une histoire qui est vieille comme le monde. Ce n'est pas nouveau, on n'a rien inventé, ça c'est comme ça s'est fait comme ça de tout temps. Et c'est là où il y a une question terminologique intéressante. Souvent, les politiciens font la différence entre les réfugiés et les migrants économiques, en disant les réfugiés ont besoin de protection, les migrants économiques, on peut les renvoyer chez eux. Moi, c'est une terminologie que j'aime pas du tout, parce que la personne qui n'arrive pas à nourrir sa famille, on peut la renvoyer chez elle, mais ça ne résout rien, ni pour elle, ni pour les autres. Nous avons tous besoin de la protection de nos droits et libertés. Les réfugiés ont besoin d'une protection plus spécifique, mais nous avons tous besoin de la protection de nos droits et libertés. Ce n'est pas parce qu'on est un migrant non réfugié qu'on n'a pas besoin de protection, qu'on peut nous détenir, nous déporter comme on veut. Et il y a une expression là-dedans qui est intéressante, qui a été faite par Alexander Betts à Oxford, qui est « survival migration », migration de survie, dans laquelle il y a les réfugiés, mais il y a aussi tous ceux qui migrent parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour eux. Et dans les deux cas, ces gens-là vont migrer parce que c'est la seule solution pour nourrir la famille ou pour la protéger. Mais rappelons-nous, et ça on n'en parle jamais chez les politiciens, qu'il y a aussi des pull factors. Si les gens viennent en Europe, au Canada, aux États-Unis, c'est parce qu'il y a des emplois. Les gens, il n'y a pas de migration vers la Corée du Nord. Il n'y a de migration vers le Zimbabwe que pour les mines, pas pour le reste de l'économie qui n'existe à peu près pas. On va là où il y a des emplois, là où on peut se créer un avenir. Or, nous avons des emplois en Europe, en Amérique du Nord. Beaucoup de ces emplois sont dans des marchés de l'emploi clandestins, où les migrants sont exploités. Mais être exploité et gagner 20 € par jour pour 10 heures de travail, j'ai rencontré des migrants dans les champs de tomates dans le sud de l'Italie qui gagnaient 20 € pour 10 heures de travail, quand Mario venait les payer à la fin de la journée, parce que souvent Mario oubliait. Ce 20 €, ils arrivent à renvoyer 4-5 € à la maison. C'est mieux que rien. Et ils acceptent cette exploitation parce que de toute façon, ils ne peuvent pas protester. Ils sont clandestins, donc s'ils protestent, ils seront arrêtés, détenus et déportés. Donc, la peur fait qu'ils travaillent. Et les employeurs le savent. Et les employeurs exploitent cette peur. Et donc, ce pull factor, on n'en parle jamais. On fabrique des T-shirts à Chabanel, à Montréal. Comment est-ce qu'on peut fabriquer un T-shirt à Montréal avec un salaire minimum de combien? On est à 10,50 $ de salaire minimum? Alors que ça coûte 10 sous au Laos. Ça ne peut pas être rentable, sauf si on exploite une main-d'œuvre qui est exploitable. Donc, il y a des push factors et des pull factors. Ils viennent parce qu'ils savent qu'il y a des emplois, malgré tout ce que les politiciens disent, et souvent dans les domaines qu'on connaît, l'agriculture, la construction, l'hospitalité, restaurants. Les restaurants dans lesquels vous avez mangé récemment, la vaisselle était peut-être faite par un clandestin, mais aussi les soins à domicile, soins de santé, etc. Et dans d'autres pays, moins le Canada, mais la pêche, l'extraction, sont des lieux où on rencontre beaucoup de migrants en situation irrégulière. Donc, ils savent qu'il y a des emplois, nous savons qu'il y a des emplois, mais on ne veut pas le reconnaître. La migration irrégulière n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime contre les personnes. La migration irrégulière, le fait de marcher au travers d'une frontière, ce n'est pas un crime contre les personnes. Personne n'est tué ou blessé. Ce n'est pas un crime contre les biens. Rien n'est cassé ou volé. Et ce n'est pas un crime contre la sécurité internationale. 99,99% des migrants en situation irrégulière sont inoffensifs. Il n'y a pas de crime. Il y a la violation d'une règle administrative qui dit que vous devez vous présenter à un point d'entrée avec les bons papiers. OK. Il y a une règle administrative qui a été violée. Mais ce n'est pas un crime. Et pourtant, nous avons, dans le discours comme dans les pratiques, on a criminalisé l'entrée irrégulière. Moi, je suis rentré irrégulièrement quand j'étais petit aux États-Unis, parce que mes parents avaient un chalet à 1,5 mille de la frontière américaine. Et on allait en bicyclette, on traversait, on rentrait, on sortait, on rentrait. Ce n'étaient pas des criminels, là. Et pourtant, on criminalise dans le discours ces gens-là, et nous avons adopté, en droit administratif, des pratiques très similaires à celles du droit criminel, sans les garanties du droit criminel.
Et là, on a un problème. C'est quelque chose qui n'est pas exclusif à la migration. C'est un processus de sécurisation des politiques publiques, de sécurisation de l'espace public que les politologues ont remarqué ailleurs. Hein. On parle de sécurité d'approvisionnement en eau, de sécurité agricole, de sécurité énergétique, de sécurité environnementale. On a tout sécurisé. Il y a des raisons pour ça, on pourra y venir. Le problème, c'est que ça nous amène à avoir des politiques tolérance zéro, des politiques de prohibition absolue, alors qu'il va falloir que nous changions d'attitude. Ça a été le cas pour l'époque de la Prohibition. Les États-Unis ont interdit la vente d'alcool. Ça a rendu beaucoup de familles de Montréal riches, parce qu'on était dans le bootlegging, et ça a été absolument inutile. Ça a créé des mafias, des morts, parfaitement inutilement. Les États-Unis ont mis 10 ans avant de se rendre compte qu'au fond, légaliser, réglementer, taxer l'alcool, c'était beaucoup plus efficace. C'est le modèle de la SAQ. Ça marche. On est en train de faire la même chose avec la War on Drugs. On se rend compte que la prohibition de la drogue ne fonctionne pas. 40 ans de War on Drugs, les cartels sont toujours aussi durs. Rien qu'à changer. La consommation ne baisse pas, etc. Alors que si on a des sites d'injection et qu'on légalise les drogues douces, etc., on va d'une part récupérer beaucoup d'argent qui va vers les mafias au lieu de la laisser partir vers les mafias. On réduit la criminalité considérablement. Et on ne se tire pas dans le pied constamment. Et ça va être la même chose pour la migration. Je le souhaite. C'est qu'on adopte une politique de harm reduction. Au lieu de traiter ces migrants comme des criminels et d'investir des sommes folles à construire des murs qui ne servent à rien, pourquoi est-ce qu'on n'investit pas dans l'intégration, dans l'accès aux écoles? Il y a bien plus de bénéfices à long terme que de financer le complexe militaro-industriel. Par ailleurs, nous avons des tas de secteurs de notre économie, j'ai parlé, qui profitent de la migration irrégulière, mais on a aussi des tas de secteurs de l'économie qui profitent de migration régulière, mais que nous avons volontairement précarisés. Tous les programmes de migration temporaire, dans lesquels les gens peuvent venir pour 4 ans au maximum, sans avoir le droit de demander la citoyenneté canadienne, et en travaillant pour un seul employeur et un seul. S'ils sont renvoyés par cet employeur, ils sont renvoyés vers leur pays. Le système qu'on appelle le système de la kafala dans les pays du Golfe, qu'on appelle le sponsorship dans les pays du Nord, ce n'est pas le cas de tous les travailleurs migrants temporaires. Il y en a qui ont accès à la citoyenneté, généralement parce qu'ils ont des emplois mieux rémunérés. Mais tous ceux qui sont peu rémunérés n'ont pas accès à la citoyenneté et doivent continuer de plaire à l'employeur et ne pas se plaindre. Sinon, soit ils sont renvoyés, soit ils sont blacklistés pour les années suivantes. Et nous créons une précarité parce que c'est seulement au prix de cette précarité qu'ils vont accepter les conditions de travail et les conditions de vie qu'on leur fait. Donc, nous créons un système de migration précaire pour réduire le coût du travail pour un certain nombre de secteurs économiques. Notre casseau de fraises, s'il devait être ramassé par vous et moi, coûterait 15 $, 20 $ la livre, parce qu'on n'exigerait pas le salaire minimum. Ramasser des fraises au mois de juin, avec les mouches, le soleil à 4 pattes, de 6 heures du matin à 10 heures le soir, c'est un travail difficile. On exigerait 20-25 $ de l'heure. Notre casseau serait à 15 ou 18 $. Est-ce qu'on l'achèterait? Peut-être pas. Là, il y a des questions à se poser sur comment rendre des secteurs entiers de notre économie compétitifs sans exploiter les gens. On n'en est pas encore rendu là. Mais ça vient. Et les employeurs qui exploitent ces migrants, on ne les appelle jamais des employeurs illégaux ou quoi que ce soit. Et dans tous les pays du monde, ils existent. Et la répression de ces employeurs est extrêmement faible. En Europe, il y a une directive sur les sanctions contre les employeurs. C'est une de ces directives qui n'est absolument pas appliquée dans aucun des pays de l'Union européenne. De temps en temps, on entend parler d'un raid sur une entreprise de viande aux États-Unis où on arrête tous les migrants et l'entreprise rouvre le lendemain avec de nouveaux migrants. Continue de fonctionner, ne change rien. Mais en faisant ça, on a précarisé encore plus les migrants. On a fait peur aux suivants et ils vont accepter les conditions et diront rien. On n'a absolument pas fait peur à l'employeur qui continue à exploiter. Et la raison pour laquelle ça peut se passer dans le silence à peu près total, c'est que nous avons un système politique qui s'appelle la démocratie électorale. Il ne faut pas cracher dans la soupe. C'est le meilleur système qu'on ait jamais inventé pour se gouverner. Selon Churchill, c'est le pire des systèmes, excepté tous les autres. Donc,
Mais ça ne fonctionne que si vous êtes représenté. C'est la représentation qui fait que le politicien vous écoute. Le politicien, la politicienne est à l'écoute de ses électeurs. Les politiciens changent d'avis sur l'environnement là, depuis 5-6 ans, parce que là, les électeurs sont plus conscients de l'environnement. La plupart des partis politiques ont intégré des femmes, ont intégré des minorités visibles, parce qu'il y a un sentiment de l'électorat qui dit « Ah, il faut faire ça ». Et ils sont à l'écoute. Les migrants ne votent pas, ne peuvent ni punir ni récompenser les politiciens. Et donc, les politiciens n'ont aucun intérêt à dire quoi que ce soit de bien sur les migrants. Beaucoup de politiciens disent bien des méchancetés sur les migrants. Ce sont, dans la plupart des cas, des fantasmes, des stéréotypes, des préjugés, du genre les migrants volent des emplois, les migrants apportent des maladies, les migrants augmentent l'insécurité et le crime, toutes ces choses-là qu'on entend, qui sont démenties par la science sociale, dans à peu près tous les cas. Mais ces études de sciences sociales, les politiciens centristes, mainstream, qui pourraient porter ces études de sciences sociales, ne les portent pas, sont silencieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont un conseiller stratégique qui leur dit « Si tu dis quoi que ce soit, on perd des points aux prochaines élections. Donc, tais-toi. » On a eu un chef de l'opposition pendant toute une période que je n'ai jamais entendu se prononcer, jamais, une fois, sur l'immigration. Des gens de son parti se sont prononcés, mais lui ne s'est jamais prononcé parce qu'il savait qu'il était vulnérable électoralement sur cette question-là. Et on a vu ça en Europe. Il n'y a pas de politiciens centristes, à part Mme Merkel et à part les Suédois au début, qui ont pris une position forte de principe, en plus d'être pragmatiques, sur la question migratoire. Et ça, c'est un problème structurel de nos démocraties électorales. Tant que les électeurs ne comprendront pas les migrants, les migrants ne compteront pas dans les calculs électoraux et dans les discours politiques. Comme pour les femmes. Hein? Tant que c'était les hommes qui décidaient pour les femmes, les politiques que les hommes faisaient à l'égard des femmes étaient fondées sur des fantasmes. Les femmes sont trop émotives pour diriger des entreprises. Les femmes ne savent pas comment gérer l'argent. Les femmes ne savent pas conduire, évidemment, etc. À partir du moment où les femmes ont eu le droit de vote, eh bien, elles se sont battues depuis 70 ans maintenant, quelque chose comme ça, pour changer ces stéréotypes. Et aujourd'hui, un politicien qui dirait que les femmes ne savent pas conduire aurait l'air idiot. Et ça a pris du temps, là. On a vu que pour les gays et lesbiennes, c'est allé beaucoup plus vite. En 10 ans, il y a eu un changement d'opinion parce qu'ils ont commencé à témoigner publiquement. Ils se sont posés comme citoyens, ils ont dit, voilà, je suis un tel, voilà qui je suis ne suis pas dans vos fantasmes là, je suis un être très réel, voici mes qualités et mes défauts. Les migrants ne peuvent pas faire ça. Les migrants ont peur de se présenter, de parler publiquement, de s'identifier, parce qu'ils risquent d'être arrêtés, détenus, déportés. Je ne parle évidemment pas des migrants qui ont des jobs à haut salaire. Je parle des migrants qui sont dans des situations précaires, qui sont la vaste majorité. Et donc, on a des discours politiques qui sont parfaitement irresponsables au plan technique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsabilité pour ce que vous dites. Jean-Marie Le Pen a dit il y a 30 ans, 2 millions d'immigrés et 2 millions de chômeurs. Faisant une équation, vous avez encore aujourd'hui une majorité des Français qui croient que plus il y a d'immigration, plus il y a de chômage. Extraordinaire, mais c'est encore dans les consciences publiques, alors que il est démontré que c'est faux, point à la ligne. Le seul pays où on a un débat sur lequel ces études économiques arrivent à sortir dans le débat public, c'est les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'à côté des 8 millions de Mexicains clandestins ou en situation irrégulière aux États-Unis, il y a une grosse communauté mexicano-américaine qui vote et qui s'intéresse à ce qui se passe pour les migrants, les Mexicains en situation irrégulière. Et là, tout d'un coup, les politiciens font attention. J'ai l'impression que le Parti républicain se dirige vers un autre problème avec le vote latino et qu'ils n'ont pas encore compris, d'ailleurs. Et donc, on a vu en Europe particulièrement le discours anti-immigration se banaliser. Il y a des choses qui se disent. Là, l'autre jour, on entendait une chef d'un parti politique d'extrême droite, je ne sais plus où en Europe centrale, dire qu'il fallait envoyer l'armée aux frontières. Extraordinaire. L'armée, pour faire quoi? Pour tirer sur les gens? Tirer sur des gens qui n'ont commis aucun crime, qui sont parfaitement innocents, qui ont des familles? Je veux dire, c'est quoi l'idée, là? Mais ça renforce le fantasme. Tout est dans le travail du fantasme.
et de renforcer la prégnance de ce fantasme dans la conscience de l'électorat en vue de gagner les prochaines élections. Et donc, on ne sait pas représenter ces étrangers, c'est un énorme problème. Et on utilise un langage, d'ailleurs, qui est tout à fait intéressant. On utilise un langage liquide pour les migrants. Hein? C'est des flux, des vagues, des marées, des tsunamis, il faut endiguer, etc. C'est très liquide. Et on peut faire une litanie comme ça. Il y a probablement 30 ou 40 mots qu'on utilise pour les migrants. C'est intéressant, pourquoi? Parce qu'une vague, ça n'a pas d'identité. Il n'y a pas de personnalité. C'est un objet massif et dangereux, sans personnalité. Il n'y a pas d'individu. Hein? Une vague, c'est comme des déchets toxiques, c'est comme des... Pas d'individu, il n'y a pas de personnalité. On ne considère pas que c'est Salima. On dit c'est cette masse de migrants. Et en anglais aussi, c'est la même chose. Influx, inflows, tous ces termes-là. Pourtant, les migrants ont des droits. C'est extraordinaire. Le droit international des droits de l'homme réserve 2 droits aux citoyens. Le droit d'entrer et de rester dans le pays et le droit de vote et d'être élu. Tous les autres droits protégés par le droit international des droits de l'homme sont pour, dans les termes de la Charte canadienne, chacun, everyone en anglais. Nous avons les mêmes droits fondamentaux. Ça ne veut pas dire qu'on a droit aux mêmes services gouvernementaux. Moi, je n'ai pas droit aux services prénataux. Parce qu'il y a un critère, c'est d'être une femme et d'être enceinte. Donc, moi, je n'y ai pas droit. Il y a des critères. Il peut y avoir des critères de nationalité pour certains services gouvernementaux. C'est assez rare. Généralement, c'est des critères de résidence. Souvent, c'est de la résidence légale, ce qui pose un problème pour les personnes en situation irrégulière. Mais on a les mêmes droits fondamentaux. On a le même droit à la vie, droit à la santé, droit à la sécurité, droit à la liberté. Et le fait qu'on ait un tel ou tel statut migratoire devrait changer très peu de choses et seulement dans des cas extrêmes. Or, ce n'est pas ça qui se passe. Il y a une espèce de présomption qu'on entend d'ailleurs dans la population quand on fait des sondages, que les migrants ont moins de droits, ou en tout cas, s'ils veulent des droits, ils peuvent les avoir chez eux. Et on a cette conception qu'ils n'ont pas à les avoir ici. Et pourtant, la dignité du migrant, c'est la même. Moi, la dignité, je l'ai définie pour mes propres fins. Il y a 1001 définitions de la dignité. C'est d'être capable de faire des choix pour soi-même. Or, pour les migrants, on fait toujours des choix pour eux. On les détient pour eux, on leur donne des cadres de travail très précis qui sont spécifiques à eux, qu'on ne trouve pas dans le reste de la population. Plein de décisions qu'on prend pour eux. C'est toujours des citoyens qui prennent des décisions pour des migrants. Les politiques d'immigration sont faites par des citoyens qui, généralement, n'ont aucune idée de ce que c'est que l'immigration. De la même manière que les hommes faisaient autrefois des lois pour les femmes en n'ayant aucune idée de ce que c'était qu'être une femme. Et donc, on s'étonne ensuite que ces politiques d'immigration ne répondent pas aux besoins et provoquent des situations inextricables. Et pourtant, il y a une espèce d'imperméabilité au discours des droits humains. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais si vous parlez à beaucoup de gens, ceux qu'on qualifierait particulièrement dans le spectre de la science politique comme conservateurs, il y a une imperméabilité au discours des droits humains qui vient de beaucoup de choses. Mais entre autres, il y a un livre très intéressant qui s'appelle The Righteous Mind, je vous donne la référence là, de Jonathan Haidt, qui est un psychologue social de Baltimore. Je crois qu'il est à Yale maintenant, mais je ne suis pas sûr, je n'ai pas vérifié. Qui nous explique un peu sur quoi sont décidées les décisions morales que nous faisons et pourquoi il y a toute une partie de la population pour qui l'idée de protéger des migrants en situation irrégulière, ça n'a aucun sens. Parce qu'ils ont violé la loi, donc ils devraient être punis. C'est quoi votre problème de ne pas comprendre que quand on viole la loi, on doit être puni? Il y a quelque chose là qui... Et il y a une espèce de dialogue de sourds entre libéraux et conservateurs. On le voit très bien aux États-Unis. Le dialogue de sourds des libéraux qui disent « Mais ils habitent parmi nous, leurs enfants sont dans les mêmes écoles, ça fait 10 ans. » Et le conservateur qui va dire « Oui, mais ils ont violé la loi, on ne va quand même pas les récompenser. Il faut les renvoyer au Mexique, absolument. » Puis l'autre dit « Oui, mais ça fait 10 ans qu'ils sont là, sont installés. Leurs enfants parlent américain comme vous et moi. Oui, mais ils ont violé la loi. » C'est ce genre de dialogue de sourds absurde. Et donc, il y a toute une partie du discours des droits de l'homme en faveur des migrants qui n'atteint pas toute une partie de la population. Et ça, moi, ça me laisse
très perplexe, parce que le discours des droits de l'homme, c'est un peu ce que je mange quotidiennement. Et je me rends compte que je ne rejoins pas. Je n'arrive pas à expliquer à quelqu'un qui part d'une prémisse complètement différente de la mienne. Et là, ça, c'est une faillite du discours des droits de l'homme sur lequel il va falloir travailler sérieusement dans les années qui viennent. Et le seul moyen d'y travailler, c'est de faire entendre la voix des migrants, comme les femmes ont fait entendre leur voix, et comme les gays et lesbiennes ont fait entendre leur voix, comme les autochtones ont fait entendre leur voix, comme les familles de détenus ont fait entendre leur voix. C'est seulement quand on aura des témoignages réguliers, constants, de gens qui vont dire, ben moi, je suis dans cette situation. Moi, individu, là, je ne suis pas comme vous, je ne suis pas comme l'autre, je ne suis pas un migrant, je suis Juan, et moi, Juan, voilà ce que j'ai. J'ai un diplôme de ceci, j'ai 2 enfants, j'ai des vraies histoires. L'idée centrale que j'essaie de faire passer dans mes rapports, c'est l'idée du empowerment des migrants, comme on a parlé du empowerment des femmes pendant très longtemps. De faire en sorte que les migrants prennent des décisions pour eux-mêmes, soient capables d'accéder à des services gouvernementaux, aient accès à des avocats, à des conseils juridiques quand ils doivent se défendre, aient accès à des conseils juridiques quand ils sont détenus, aient accès à des journalistes, qu'on leur donne ce pouvoir pour parler pour eux-mêmes, sans être médiatisés. Or, le migrant ne le fait pas naturellement. Le migrant ne le fait pas naturellement de peur de se signaler aux autorités. Et là, on a un problème qui favorise la marginalisation des migrants. Mais il y a des moyens. Si nos cours, nos tribunaux étaient plus accessibles, si nos institutions nationales des droits de l'homme travaillaient sur la migration, j'ai hâte d'avoir un rapport de la Commission canadienne des droits de la personne sur la migration, il n'y en a toujours pas. On a eu un excellent rapport de la Commission québécoise des droits de la personne et des droits de la jeunesse sur les travailleurs migrants temporaires en 2011. J'attends le prochain. Faut qu'on travaille sur ces questions-là, parce que là, on fait entendre la voix des migrants. Là, on a des institutions qui peuvent faire entendre la voix des migrants. On a beaucoup de services de police aux États-Unis, entre autres San Francisco, qui ont demandé à la municipalité de leur interdire de contrôler les papiers d'immigration. Pourquoi? Parce que la police veut travailler avec toute la communauté, serve and protect. Si vous avez 10 ou 15 % de travailleurs migrants en situation irrégulière ou en situation précaire dans votre ville, si vous avez le droit de contrôler comme policier, vous avez le droit de contrôler les papiers d'immigration, et qu'il y a des coups de feu chez les voisins de ces migrants, ils n'appelleront pas la police, par peur d'être contrôlés. La police veut pouvoir intervenir. Elle se fiche du statut d'immigration, elle veut empêcher que des personnes soient tuées à côté. C'est ça, sa job. Et donc, pour la police de San Francisco, entre autres, elle a dit « Interdisez-moi de contrôler les papiers d'immigration, comme ça, les migrants sauront qu'ils peuvent nous appeler. » Puis on va travailler avec eux, violence familiale, on va travailler avec eux sur toutes sortes de thématiques. Même chose pour les inspecteurs du travail. Pourquoi est-ce que les inspecteurs du travail du Québec, quand ils visitent des entreprises, s'intéressent au statut d'immigration des travailleurs? Pourquoi ils ne s'intéressent pas aux conditions de travail de ces travailleurs, quel que soit leur statut d'immigration? Ce n'est pas des inspecteurs du travail de faire ça. Les inspecteurs du travail sont là pour faire respecter les normes du travail, santé et sécurité. Ça devrait s'appliquer à tout le monde. Or, les inspecteurs du travail au Québec, souvent, je l'ai vu sur des reportages il y a déjà quelques années, vont chercher à savoir s'il y a des migrants clandestins qui travaillent dans l'entreprise. C'est pas ça le vrai problème pour eux. Ça pourrait être bien pour des migrants clandestins d'être capables d'appeler des inspecteurs du travail pour dire « c'est dangereux là où je travaille, pouvez-vous venir s'il vous plaît ?» Mais non, les migrants ne le feront pas parce que la première chose que vont faire les inspecteurs du travail, c'est contrôler leurs papiers d'immigration. En Ontario, à Toronto, il est interdit aux écoles de demander les papiers d'immigration des parents des enfants qui s'inscrivent. Si vous inscrivez votre enfant dans une école à Montréal, on va vous demander vos papiers d'immigration, votre certificat de naissance au Canada. Donc, on doit avoir à Montréal, contrairement à Toronto, plusieurs centaines d'enfants non scolarisés, parce que les parents ont peur d'envoyer les enfants à l'école. Si on veut donner du pouvoir aux migrants, il faut leur permettre d'envoyer leurs enfants à l'école. Tout enfant a droit à l'éducation. Convention sur les droits de l'enfant, point. Ce n'est pas tout enfant a droit à l'éducation, sauf ceux dont les parents n'ont pas le statut approprié, là. C'est tout enfant a droit à l'éducation. Donc, on devrait faire à Montréal ou à Québec ou ailleurs, au Québec, comme ils ont fait à Toronto. C'est un moyen de donner du pouvoir aux migrants. Il y a un cadre de Global Migration Governance, comme on l'appelle à l'ONU, qui est en train de se développer. C'est très récent et c'est très lent. Ça date d'il y a 8 ans.
2006, pour le premier High Level Dialogue. En fait, 2006, ça fait 10 ans maintenant, là. Mais le premier GFMD en 2007, etc. Donc, il y a un cadre, je vais vous en parler, il y a un cadre qui est en train de se développer de discussion de questions migratoires entre les États. Ça n'existait pas auparavant. Jusqu'à 2006, il n'y avait jamais eu une discussion sur les migrants, sur les politiques migratoires à l'ONU. Il y en avait eu sur les réfugiés, mais pas sur les politiques migratoires des États. Les États trouvaient que ça relevait de leur souveraineté territoriale, ça ne relevait pas de la coopération internationale. Depuis 2006, c'est entré dans un petit peu le domaine de l'ONU. Il y a eu un deuxième High-Level Dialogue en 2013, et les États ont commencé à parler entre eux, mais dans des coopérations informelles. Et là, c'est très particulier à la migration. Les coopérations ne se font pas dans des enceintes formelles, comme les Nations Unies, comme l'Union européenne un peu, mais encore même à l'Union européenne, pas vraiment, on va le voir, comme l'OSCE, comme le Conseil de l'Europe, ça se fait en dehors. Alors, le Global Forum on Migration and Development, celui-là, GFMD, vous avez la définition un petit peu plus bas. Est-ce que je l'ai mis? Oui, en dessous. Government-led, informal, non-binding and voluntary process. Vous n'êtes pas dans un système de coopération, là. Vous êtes dans un système de discussion libre. Et government-led, ça veut dire surtout pas l'ONU. C'est les gouvernements qui le dirigent. Donc là, on a un forum mondial, 150 pays qui se réunissent tous les ans, mais en dehors de l'ONU pour discuter de migration. C'est bien défini que c'est en dehors de l'ONU. La politique européenne de migration, elle s'est construite dans Schengen pendant 19 ans, avant d'être intégrée au droit de l'Union européenne. Et Schengen était une organisation internationale complètement en dehors de l'Union européenne, qui n'avait pas du tout les obligations et la supervision des institutions européennes, et dans lequel les États ont pu construire une politique et ensuite l'intégrer à l'Union européenne. Les Regional Consultative Processes sont ici, 15 dans le monde. Forum de discussion, exactement comme le GFMD, Government-led, Informal, Non-Binding and Voluntary. On discute, on parle, et pourtant des décisions se prennent. Il y a des transferts d'informations, des transferts de technologies, l'adoption de logiciels, de hardware, de méthodes, des formations de fonctionnaires, de gardes-côtes, etc., qui se décident dans ces endroits-là. Mais on n'a jamais une déclaration publique, on n'a jamais un compte-rendu, c'est jamais publicisé, et ce sont des rencontres de très hauts fonctionnaires. Il y a parfois des rencontres ministérielles, mais c'est rare. Dans les Regional Consultative Processes, ça reste niveau fonctionnaire. Donc, pas de publicité, mais beaucoup d'efficacité. Les Nations Unies n'ont pas pris beaucoup de leadership sur ces questions-là parce que les États, les nations, j'ai mis unis entre parenthèses sur cette question-là, les nations ne veulent pas que les Nations Unies s'en mêlent. On a eu récemment un rapport du directeur général de l'Organisation internationale du travail en 2014 sur Fair Migration. Et c'était la première fois que l'OIT, qui a des textes sur les travailleurs migrants depuis 50 ans, la première fois que l'OIT avait un rapport général à la Conférence internationale du travail sur la migration. L'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, elle est en dehors de l'ONU. C'est une organisation qui flotte dans l'espace international et qui n'a pas de lien structurel avec l'ONU, qui aimerait bien en avoir, mais les États n'ont jamais voulu qu'elle en ait. Elle n'est pas soumise, sa constitution ne mentionne pas le mot droit de l'homme, et elle n'est soumise à aucun des 3 piliers des Nations Unies. Pilier développement, pilier droits de l'homme, pilier sécurité. Donc, on a une difficulté au plan international à saisir la question migratoire parce que les États sont très réticents. Mais l'ONU est en train de forcer, de faire le forcing et de se positionner. Il y aura une réunion à l'automne prochain, en septembre, je crois que c'est le 19 septembre à New York, convoquée par le secrétaire général, sur comment répondre aux flux migratoires de masse comme ceux qu'on a vus cette année en Europe. Et là, les Nations Unies se positionnent comme un acteur, mais contre la volonté de beaucoup d'États. Et on a vu que l'accord entre les États, exemple entre les États européens, n'est pas gagné d'avance. Et quand on a eu ce High-Level Dialogue de 2013 aux Nations Unies sur les questions migratoires, on a eu une déclaration qui était un peu une bonne surprise. Le mot « droit de l'homme » y était mentionné 6 fois. On était très contents. Mais d'habitude, on a « Declaration and Plan of Action »
pour être capable de mesurer les progrès. Une fois qu'on a la déclaration, il faut être capable de se donner les outils pour mesurer les progrès dans la mise en œuvre de la déclaration. Là, on n'avait pas de plan of action. Peut-être qu'au prochain High-Level Dialogue, on aura un plan of action. Un des problèmes auxquels on fait face, c'est un dialogue de sourds entre développement et droits de l'homme. Développement avec 3 P, ça, c'est nouveau, ça. On a un dialogue de sourds et qui est assez ancien. J'y ai pas été, mais ma collègue Lucie Lamarche avait été au sommet de Copenhague de 1994, sur le sommet sur le développement social, sommet des Nations Unies. Et elle m'avait décrit le dialogue de sourds sur les questions droits de l'homme et développement, le fait que les deux types d'acteurs de développement et de droits de l'homme étaient incapables de se parler, de se comprendre, de trouver un langage commun. Et c'est intéressant, parce que sur la migration, ça a un écho aujourd'hui. Pour beaucoup de gens qui travaillent dans le développement, et là je m'adresse à vous, je sais que vous travaillez dans le développement, la migration est un échec du développement. C'est pas du tout considéré, c'est rarement considéré comme quelque chose en soi qui existe, quelque chose qui existera toujours, qui a toujours existé, quelque chose qui peut être un facteur de développement. Non, non, les gens partent à cause du mal-développement. C'est un symptôme de mal-développement, au lieu de considérer que c'est une activité humaine normale et qu'il faut l'organiser, en tirer profit, comme on le fait de bien d'autres activités humaines normales. Et ça, c'est quelque chose de difficile. Je lisais encore un texte, je lisais le « Key Messages of the Human Development Report » de 2015 du UN, en français, c'est quoi? UNDP? Du PNUD, merci, du PNUD en français, oui. Et ce rapport, le Human Development Report de cette année, est sur Work for Human Development. Donc, c'est le monde du travail. Il n'y a pas un mot sur les travailleurs migrants dans les Key Messages. Il n'y a pas un mot sur le cadre de droit international des droits de l'homme, de Rule of Law, qui devrait s'appliquer au monde du travail, comme il s'applique à tous les autres mondes dans lesquels on habite. Et il n'y a pas un mot sur l'OIT et les principes généraux du droit du travail. Extraordinaire. Extraordinaire. Comment se fait-il qu'au sein de l'ONU, 2 organisations aussi importantes que l'OIT et le UNDP sont incapables de se citer mutuellement? Formidable. Work for Human Development, pas un mot sur le droit du travail? Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Et là, on a un problème véritable. On a un problème de discussion. On a un problème de rapport de discipline. C'est manifestement compliqué de se parler et d'arriver à apprendre les uns des autres. Et je dirais que ce n'est pas différent pour les gens qui travaillent sur les droits de l'homme et ils ne comprennent pas pourquoi le nombre d'écoles au kilomètre carré est important, etc. Il y a quelque chose là qu'il va falloir résoudre et auquel il va falloir s'attacher. Et il faut changer le cadre conceptuel. Il faut penser la migration comme un phénomène humain normal, constant, qui va se poursuivre. C'est à peu près 3% de la population de la planète depuis 100 ans. On est en ce moment à 3,2% de la population de la planète qui est migrante. On dit à peu près 240 millions de migrants en ce moment sur la planète, 3,2%. En dehors des périodes de guerre, ça a été à peu près constant sur les 100 dernières années, nous disent les démographes. Et donc, il y a comme un besoin. Et en Europe, alors qu'il y a la libre circulation des personnes en Europe, c'est 3% des Européens qui n'habitent pas dans leur pays d'origine. On est dans le même 3%. Il y a quelque chose là qui a l'air d'être une constante, qui est intéressante à étudier. Mais il faut penser la migration comme étant un phénomène complexe qui est lié à tous les aspects de notre vie. Ça répond à des besoins de main-d'œuvre. Ça répond à des besoins démographiques. Ce n'est pas écrit dans la politique canadienne d'immigration, mais moi, je suis à peu près sûr qu'il y a beaucoup de gens au gouvernement fédéral qui ont hâte que le Canada ait la même population que la France et les États-Unis. Le fait qu'on soit le plus petit pays du G8 en termes de population, que ça nous handicape. Et donc, peupler le Canada est un objectif. Ça a toujours été un objectif depuis les débuts de la colonie. Mais c'est encore un objectif, même si ce n'est pas mentionné dans les politiques d'immigration. C'est une contribution à la consommation. Le produit intérieur brut allemand a augmenté depuis que les migrants sont rentrés, grâce à eux.
la contribution à la production de la richesse, le nombre de migrants qui créent des micro-entreprises, qui créent des petits restaurants, qui créent toutes sortes de choses, contribution à la création de la richesse. C'est une ouverture à la créativité culturelle. On sait tous maintenant que le père de Steve Jobs était syrien. On le sait, sans parler de Barack Obama et de bien d'autres. L'immigration familiale contre laquelle, par exemple, M. Cameron en attend, facilite l'intégration. On est bien mieux intégré si on a son conjoint, ses enfants, ses parents, son réseau familial avec soi. Création de réseaux d'affaires, de liens culturels. On a maintenant un ministre de la Défense au Canada qui est sikh avec un turban. La dernière fois que je l'ai vu, c'était un turban bleu électrique, absolument magnifique. Ça crée des réseaux, ça crée des liens. Il y a des communautés, on crée des liens avec d'autres pays. Ça facilite des discussions, on a des interlocuteurs. Et les enfants de migrants performent. Les Indo-Chinois qui sont arrivés dans les années 80, leurs enfants, leurs petits-enfants sont dans nos universités, sont dans les entreprises, sont dans les services publics. C'est d'excellents citoyens. Il est où le problème? Donc, il faut s'habituer à penser la migration non pas comme étant une menace, mais comme étant quelque chose qui nous touche dans tous les aspects de notre vie. C'est intéressant de regarder, de se dire qu'il y a quand même du progrès qui se fait. Les objectifs du millénaire, adoptés en 2000, ne mentionnaient pas la migration, ne mentionnaient pas les droits de l'homme. Il y avait 8 objectifs, mention ni de l'un ni de l'autre. Nous avons adopté récemment les nouveaux objectifs de développement, je ne sais pas comment c'est en français, sustainable, développement durable, merci. Et là, je les ai mis en anglais parce que c'est ceux que j'avais trouvés. Dans cet agenda 2030, comme vous le voyez, j'ai mis en jaune toute une série de mots qu'un certain nombre d'entre nous nous sommes battus au cours des 2-3 dernières années pour faire en sorte qu'il y ait des mentions des migrants. Et à chaque fois que c'est écrit « for all », c'est aussi pour les migrants, mais aussi pour les minorités. Les Roms, par exemple, ou les Dalits en Inde. C'est aussi pour eux, mais c'est aussi pour les migrants. Quand on a dit « for all », ça ne veut pas dire « pour tous », sauf pour ceux que le gouvernement voudra exclure. Quand on écrit « pour tous », c'est pour tous. Et le fait d'avoir pour tous, ça a été une grande victoire de tous ceux qui travaillaient sur l'immigration et qui voulaient avoir pour tous pour être sûr que les migrants seraient inclus. Et on a pour tous sur 7 des objectifs, des 17 objectifs. Well-being, education, égalité des sexes, accès à l'eau, l'énergie, le travail, tout ça c'est for all ou all women. Et on a encore dans les autres, réduire les inégalités, des villes inclusives, ça inclut les minorités, mais ça inclut les migrants, des sociétés inclusives et accès à la justice pour tous. Nous avons considéré que c'était une grande victoire pour tous ceux qui travaillaient pour les minorités et pour les migrants. C'est dans le texte. On est bon pour 15 ans avec ça. Alors évidemment, on a un petit peu de problème avec les cibles, parce qu'il n'y a que 2 cibles qui visent spécifiquement les migrants. Et on a encore plus de problèmes avec les indicateurs parce qu'on a appris que dans la plupart des cas, les instituts de statistique des pays ne pourraient pas gérer plus de 40 indicateurs anyway. 40 indicateurs pour 17 buts. Ça fait 2 indicateurs par but. Donc, on a un problème sur les indicateurs. On ne voit pas comment les indicateurs vont être capables de mesurer quoi que ce soit de spécifique aux migrants, s'ils doivent s'occuper de tout le reste de la population et s'il n'y en a que 2 pour les objectifs de développement, pour chacun des objectifs de développement durable. Mais le for all est là. Et ça, c'est une victoire. Et donc, il y a du progrès qui se fait. Il y a du progrès qui se fait dans le dialogue. On est plus ouvert. Le GFMD, maintenant, il y a 150 pays qui se réunissent tous les ans pour parler publiquement de migration. C'est extraordinaire. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire et on voit ce qui se passe en Europe. L'Europe manque une occasion extraordinaire
de se développer harmonieusement et elle se tire dans le pied avec une constance et une justesse extraordinaires. Prohiber la mobilité, on en a parlé tout à l'heure à propos des harm reduction et de prohibition policies. Prohiber la mobilité, ça fait partie du problème, pas de la solution. Alors on entend l'Union européenne et les pays de l'Union européenne qui veulent absolument s'attaquer aux passeurs, fighting the smugglers, et qui mettent sur pied une opération maritime pour lutter contre les smugglers. Comme si ça fonctionnait. Comme si 40 ans de war on drugs avaient réduit la puissance des cartels. Comme si les États-Unis avaient gagné la bataille militaire contre la mafia de Al Capone. Al Capone a été vaincu sur ses relevés d'impôts. Il n'a pas été vaincu dans la rue. Ça ne marchera pas. Lutter contre les passeurs, c'est une absurdité. C'est une mafia opportuniste. Alors, je ne dis pas que les passeurs sont des gens bien. Il y a des passeurs qui sont des gens bien. Mais les passeurs ne sont pas des gens bien. Ça fait partie de mafias qui font aussi, par exemple, de la traite de personnes, qui font de la contrebande d'alcool, de drogue, de trafic d'armes, etc. Je n'ai pas de sympathie particulière pour les passeurs. Mais d'essayer de lutter contre les passeurs qui sont des mafias opportunistes et qui changent leurs pratiques, dès que l'Europe a annoncé qu'il y avait une flotte qui allait lutter contre eux, ils ont tout déplacé vers la Turquie. En 2-3 semaines, ça s'est fait. Donc, vouloir lutter contre les passeurs, au lieu de faire ce que les Américains ont compris dans la prohibition et ce qu'on est en train de comprendre dans la war on drugs, c'est de reprendre le marché. Ça marche. Si nous offrons les solutions de mobilité qu'offrent actuellement les passeurs, on leur vole leur marché. On récupère l'argent et ils sont out of business. Ils feront autre chose. Il y a bien d'autres choses à faire. Et c'est ça l'objectif. Comme ça a été le cas pour la contrebande d'alcool. Il y a encore un peu de contrebande d'alcool avec les États-Unis, là, à cause des différentiels de taxes, etc., mais c'est très réduit par rapport à ce que ça a déjà été. Et les coûts qu'on met dans cette prohibition sont énormes. Les milliards de dollars et d'euros qui sont investis pour rien. Pour monter des opérations maritimes, là, c'est des milliards d'euros. Et ça ne sert à rien. Les mafias s'organisent ailleurs, se déplacent. Et les États essayent de faire ce qu'on appelle l'externalisation des contrôles migratoires dans d'autres pays, essayer de faire en sorte que la Tunisie bloque les flux migratoires, que la Turquie bloque les flux migratoires. Ce sont des opérations à courte vue. La Turquie n'a pas de problème d'immigration. Les immigrants rentrent par l'Est, ressortent par l'Ouest. Entre-temps, travaillent un peu, sont exploitables et corvéables à merci sur le territoire turc pendant qu'ils payent pour le prochain voyage en camion, mais ne posent aucun problème, ni de sécurité, ni d'emploi, ni en Turquie. Et là, l'Europe voudrait que la Turquie se crée elle-même un problème de migration clandestine en lui demandant d'arrêter les migrants, de les détenir et de se débrouiller pour les renvoyer chez eux, alors que l'Europe n'arrive pas à le faire depuis 30 ans. La Turquie ne le fait pas. Elle a signé des accords, mais elle ne le fait pas. La Tunisie ne le fait pas. L'Albanie le fait un peu. Le Maroc le fait un peu. Parce qu'il y a des accords particuliers avec... Mais le Maroc a aussi adopté une politique d'immigration plus ouverte et plus généreuse, donc on a des compensations là. Il n'y a pas de raison pour que l'externalisation fonctionne, le outsourcing. L'Australie est un autre problème, et là, la géographie sert l'Australie. Donc, il n'y a pas de... La migration va continuer. Je ne veux pas jouer les Cassandres, mais je m'attends à ce qu'il y ait plus d'un demi-million de migrants qui rentrent en Europe au cours de 2016. Je ne sais pas si on va atteindre le million, mais il y aura en tout cas plus d'un demi-million. On est rendu à 80 000 là, à la fin du mois de janvier. Il faut changer les mentalités. Les États ont défini depuis 30 ans la souveraineté territoriale comme la capacité d'arrêter tout le monde dont on ne veut pas. Et ils ont défini tout le monde dont on ne veut pas comme étant tous ceux sur la planète qui ne font pas partie de la liste sélecte de pays qui sont nos amis et nos proches. Donc, la plus grande partie de la planète a aujourd'hui besoin de visa pour venir au Canada, pour venir en France, etc. C'est un fantasme. Les frontières sont poreuses. Les frontières ont toujours été poreuses. Les frontières de l'URSS étaient poreuses. Il y a même des gens qui ont traversé le mur de Berlin. La seule frontière qui, en ce moment, n'est pas très poreuse, c'est celle de la Corée du Nord. Voilà. Là, peut-être, on a un exemple de forêt. Les frontières qui ne sont pas poreuses sont celles où il y a des violations massives des droits de l'homme.
Corée du Nord, on vous tire dessus, c'est vite vu. Hein? Et c'est quand même paradoxal de se dire qu'au nom du contrôle des frontières, les États européens ont perdu le contrôle de la frontière, puis c'est les passeurs qui s'en occupent. Ce que je dis aux Européens, c'est si vous voulez reprendre le contrôle de la frontière, offrez les solutions de mobilité au lieu de laisser ça aux passeurs. Les gens vont venir voir le garde-frontière. Les gens vont aller chercher les visas que vous leur offrez et passeront par le garde-frontière et vos agences de sécurité pourront faire des vérifications avant que les gens arrivent. Est-ce que c'est pas ça que vous voulez, là? Est-ce que c'est pas mieux comme système? Mais pour ça, il faut accepter que les gens viennent. Et là, tous les fantasmes des discours de nationalistes populistes sur l'identité nationale, nos valeurs, etc., viennent empêcher des débats sociaux qui seraient très importants et très urgents d'avoir. Reconnaître la mobilité, la diversité comme des atouts, créer un environnement social et politique pour le changement de ces mentalités, investir dans l'intégration, donner accès au travail. Une des choses que je dis souvent, c'est qu'il faut que les migrants payent des impôts. À partir du moment où les immigrants payent des impôts, il n'y a plus beaucoup d'objections aux migrants. Là. Contribuent à la vie collective, contribuent à la richesse, contribuent au service public. Et on le sait, les migrants sont en grande majorité entre 20 et 40 ans, utilisent beaucoup moins les services publics que le reste de la population. C'est vrai dans à peu près tous les pays. Donc, il faut un discours public fort, porté par des hommes et des femmes politiques centristes, de gauche comme de droite, qui s'entendent pour dire que la migration, c'est une bonne chose et qu'on va faire en sorte de la contrôler, de l'organiser. Et que c'est une bonne chose pour tout un tas de raisons, économiques, sociales, politiques. Que la diversité est une bonne chose. On ne l'a pas, ça c'est quelque chose qui existe au Canada, donc qui nous paraît à peu près naturel. Mais vous allez dans plusieurs pays d'Europe centrale et orientale et cette idée-là, là, c'est révolutionnaire pour eux. Et c'est assez difficile. Les organisations de droits de l'homme, par exemple, de Roumanie, de Pologne, de Slovaquie, ont du mal à faire passer des messages sur la diversité. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la décision d'Angela Merkel d'ouvrir les frontières l'an dernier, il y a une coalition de gens d'affaires qui est intervenue. Il y a un rapport de grandes fondations, la fondation Volkswagen, la fondation Siemens, etc., qui se sont mis ensemble pour faire un rapport qui a été publié en avril, qui a dit à Angela Merkel, « Nous avons besoin de ces migrants. Laissez-les rentrer, on en a besoin maintenant, ça presse. » Et donc, la raison pour Angela Merkel d'accueillir les migrants était en partie humanitaire, parce que je ne l'exclus pas du tout, mais aussi en partie extrêmement pragmatique. Or, ce que nous avons dans la plupart de nos pays sur la migration, c'est des discours dogmatiques, idéologiques, et pas des décisions pragmatiques, ce qui est un problème. Alors, il y a des solutions. Pour les réfugiés, c'est de faire pour les Syriens, par exemple, ce qu'on a fait pour les Indo-Chinois, un programme de réétablissement bien organisé, ce que M. McCallum est en train de faire à petite échelle pour le Canada. On pourrait le faire à très grande échelle pour l'Europe. Hein? 1,5 million de réfugiés en Europe, tous les ans, pendant 6 ans. Et on a épongé les 3 millions de Syriens qui attendent dans les pays de transit. Et 500 000 réfugiés syriens pour les 28 pays de l'Union européenne, ça signifie 80 000 réfugiés pour l'Allemagne par année. Pas 800 000, 80 000. Ça signifie 7 000 réfugiés pour la Suisse par année. C'est gérable, ça. C'est des chiffres qui sont parfaitement gérables. Et tout est organisé d'avance. Pour les autres migrants, ceux qui ne sont pas des réfugiés et qui ont quand même besoin de venir et dont nous avons besoin parce que nous avons des entreprises qui les appellent, il faut les laisser venir chercher du travail. Il faut leur offrir des visas pour venir voir, chercher un travail. Et ça a des tas de conséquences. Ça permet de réduire l'exploitation des migrants par toutes sortes de filières, de recrutement, d'employeurs-exploiteurs, de logeurs, etc. Ça augmente les renvois d'argent significativement parce qu'ils n'ont plus à payer les recruteurs. Moi, les travailleurs migrants que j'ai rencontrés au Qatar mettaient 2 à 3 ans de salaire pour rembourser les frais de recrutement avant d'envoyer de l'argent à la famille. 3 ans de travail avant d'envoyer une scène à la famille, alors que cet argent-là pourrait servir au développement. Ça réduit considérablement les coûts de l'appareil sécuritaire. On applique le droit du travail à tous les travailleurs. On facilite la syndicalisation. Là, maintenant, il y a peut-être des entreprises qui ne seraient pas très d'accord avec ça. Mais pour des gens qui sont dans le fond du panier du travail, c'est la clientèle
historiques pour lesquels les syndicats ont été créés. C'est des gens qui étaient issus de la révolution industrielle et qui n'avaient aucun pouvoir de négociation. Et là, les syndicats sont en train de se rendre compte qu'ils font face à une nouvelle clientèle comme celle de la fin du 19e. Ce sont les travailleurs migrants et qu'il va falloir s'occuper d'eux. Ça va prendre un peu de temps. Ils ont longtemps vu ces migrants-là comme des concurrents pour leurs membres. Et donc, la transition vers l'accueil de ces travailleurs migrants comme des membres n'est pas évidente. Une condition clé, il faut réduire les marchés du travail clandestin dans nos pays. Tant que les migrants pourront survivre à la marge dans nos sociétés dans des conditions extrêmement pénibles, ils vont le faire parce que c'est mieux que ce qu'ils ont chez eux. Et nous allons continuer à les exploiter. Si on veut avoir un marché de mobilité aux frontières, il faut réduire, en sanctionnant les employeurs sévèrement, nos marchés clandestins de l'emploi et accepter les coûts que cela va entraîner et le type de subventions qu'il va falloir créer pour soutenir les fermes de fraises et soutenir la construction et soutenir la restauration. Il va falloir accepter ça. Mais à ce prix, nous sommes capables d'ouvrir les frontières et de laisser les gens venir pour chercher du travail, en sachant qu'ils ne pourront pas s'incruster et que le migrant, il n'est pas fou. Il veut trouver une job, il veut survivre. S'il arrive dans un pays où il ne trouve pas d'emploi, il va dans le pays d'à côté et il cherche un emploi dans le pays d'à côté. Et donc, il faudrait permettre cette mobilité. C'est exactement ce qu'on fait entre Montréal, Toronto, Vancouver. Si on n'a pas de job à Montréal, on va à Toronto, on passe une semaine, on cherche dans les coins, on lit les journaux, etc. Puis si on ne trouve pas, on va à Vancouver. C'est le même type de mobilité qu'il faut instaurer entre les pays. Et ça aurait toutes sortes d'avantages, mais bien entendu, il faut créer des mécanismes de transition. Et donc, je conclus avec l'idée qu'un régime de mobilité contrôlée, généralisée. Parce que quand je dis ça, là, je ne suis pas contre les contrôles frontaliers. Hein? Ce que je dis là n'est pas une utopie. L'utopie, c'est de croire qu'on peut arrêter ces gens-là. C'est ça le fantasme. Moi, ce que je dis, c'est contrôlons-les tous, mais donnons-leur les moyens d'être contrôlés. Vous êtes contrôlés quand vous avez des papiers. Et ce n'est pas une situation nouvelle que j'appelle. C'était le cas dans les années 50, 60, 70. Des millions d'Africains et de Turcs sont rentrés en Europe pour chercher du travail, en ont trouvé, ont obtenu le transfert de leur visa en permis de travail, sont restés pour travailler. Perdaient leur job, repartaient. L'économie européenne reprenait, ils revenaient. Même chose pour les Mexicains aux États-Unis. Aller-retour constant. Même chose à l'intérieur de l'Europe. En 2005, l'Europe s'élargit. 1,5 million de centres européens arrivent au Royaume-Uni et en Irlande, parce que ce sont les deux pays qui ont accepté la libre circulation immédiatement. Vous ne pouviez pas vous faire servir une Guinness à Dublin sans que ce soit servi avec un accent latvien ou slovaque. C'était très bien, formidable pour l'Irlande et le Royaume-Uni. Et quand la crise est arrivée en 2009, 1 million d'entre eux sont repartis. Statistique du chômage, flat. Il est où le problème? Pourquoi est-ce que M. Cameron s'excite aujourd'hui sur les arrivées des centres européens au Royaume-Uni? C'est exactement ça qu'on veut. On veut cette mobilité. Et c'est important de gérer cette mobilité et de l'organiser nous-mêmes, parce qu'à ce moment-là, on évite que ce soit pris en main par des mafias et on évite le chaos sur la plage qui fait peur à tous les Européens. Donc, le message que j'ai pour les Européens, mais c'est vrai pour tous les pays de la planète, c'est qu'il ne faut pas renoncer à la liberté de mouvement. Au contraire, il faut l'étendre à d'autres en contrôlant les papiers. Comme dans les années 50, 60, il y avait des contrôles à toutes les frontières, parce qu'il n'y avait pas de liberté de circulation. Et donc, tous les Tunisiens, Algériens et Turcs qui sont rentrés en Europe devaient présenter leurs papiers à toutes les frontières. Je termine par une toute petite histoire que j'ai vue, je crois que c'était dans le New York Times il y a 10 jours. L'histoire d'une jeune Suédoise qui, en 1975, prend la route des hippies vers Katmandou, se retrouve en Inde et, dans une ville d'Inde, rencontre quelqu'un qui fait des caricatures dans la rue. Et il tombe amoureux, improbablement, et il se marie, et elle n'a plus d'argent, rentre en Suède. Lui, il n'a pas une scène pour s'acheter un billet d'avion, donc il reste en Inde. Et il voulait absolument la rejoindre en Suède. Et bien, il s'est acheté une bicyclette. Et il a voyagé en bicyclette par l'Afghanistan, l'Iran, la Turquie, les pays de l'Est. Et il est remonté jusqu'en Suède. Pas de demande de visa, on est en 1976. Aucune demande de visa. Il est rentré dans tous les pays sans difficulté. Il est installé en Suède depuis
30 ans maintenant, 40 ans maintenant. Ils ont 2 enfants. Aucun problème. Je veux dire, c'est ce genre de mobilité auquel il faudrait revenir et auquel il va falloir repenser. Je vous remercie. On va maintenant passer à une période de questions. On a peut-être une vingtaine de minutes à peu près pour quelques questions. Je vous demanderai quand même, lorsque vous allez poser les questions, je sais qu'on est dans un sujet qui est quand même, qui peut nous intéresser beaucoup, puis qui peut être parfois très, très émotif, donc de limiter vos interventions à 30, 45 secondes si vous voulez. Donc, on n'est pas dans un débat, mais bien dans une période de questions qui nous offre l'occasion de profiter de l'expertise du rapporteur spécial sur le thème de sa conférence. Je voudrais aussi vous dire qu'à la fin de cette période de questions, on vous invite à poursuivre vos échanges autour d'un petit cocktail sans alcool offert par la COSI. Donc, mais avant d'y passer, donc, je vous invite maintenant à poser vos questions. Vous pouvez venir au micro à l'avant. Comme ça, puisqu'on a une captation à distance, ça permettra à tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas dans la salle ici, de bien saisir ce qui se passe. Merci. Oui. Écoutez, votre discours est totalement nouveau, fascinant, léger, agréable, plaisant. Je suis renversée de votre discours. Toutefois, je suis un peu inquiète de voir ce qui se passe aux États-Unis avec cette situation d'élection, etc. Et quand on entend certains candidats parler de migration, j'aimerais votre point de vue là-dessus. Merci. Bon, ça vous fait écho à ce que j'ai dit sur les mouvements nationalistes populistes. Si vous remarquez d'ailleurs, les mouvements nationalistes populistes comme M. Farage au Royaume-Uni, ou Marine Le Pen et son père avant elle, ou le Premier ministre hongrois, ils n'ont essentiellement qu'un seul discours. C'est un discours anti-immigration fondé sur leur conception de l'identité nationale. Alors, ça s'ajoute à un anti-européanisme fondé aussi sur l'identité, mais c'est la seule chose. Qui a entendu parler de la politique industrielle de Marine Le Pen? Est-ce que quelqu'un a entendu parler de sa position sur les nouvelles technologies? Elle ne parle jamais que d'une seule chose. Si on lui retire cet outil, si on offre une alternative crédible à la population, il y aura un autre type de débat. Alors moi, je suis content qu'aux États-Unis, il y ait un vrai débat. Côté démocrate, il y a des solutions qui sont avancées. Et on a eu un président Obama qui a été très impuissant à cause du Congrès. Mais il y a des solutions qui sont avancées, des solutions de régularisation, des solutions d'intégration dans la main-d'œuvre régulière, qui sont tout à fait dans le sens de ce que je souhaite. Alors, oui, ça m'inquiète de penser à une Maison-Blanche occupée par M. Trump ou M. Cruz, mais quelque part, au moins, il y a un débat public qui probablement s'équilibre un petit peu aux États-Unis en ce moment, ce qu'on n'a pas en Europe. Vous demandez aux Européens est-ce que l'immigration est un problème ou un avantage, et vous avez 75% des Européens qui vous disent que c'est un problème. Le Canada est le seul pays dans lequel nous avons collectivement une opinion favorable à l'immigration, toutes catégories confondues. Même aux États-Unis, on trouve que l'immigration, c'est plus un problème qu'un avantage. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce qu'on n'a pas la classe politique mainstream qui pourrait prendre cette question et foncer, comme on a eu une classe politique mainstream qui, il y a 10-12 ans, s'est emparée de la question environnementale. Même le Parti conservateur parle environnement aujourd'hui. On a un Parti conservateur vert maintenant. C'est extraordinaire. C'est intéressant. Alors, il y a encore du pétrole là-dedans, mais il est plus vert qu'il l'était. Et c'est ça que font les partis mainstream, c'est de récupérer ce qui se fait à l'extrême et de le ramener au centre. Pour l'immigration, ça ne se fait pas, parce qu'il n'y a pas de vote. Et ça m'inquiète. Donc, je partage vos inquiétudes. Bonjour, merci pour votre présentation. Lily Paul-Neveu, ministère des Relations internationales. En fait, je voulais vous entendre sur ce qu'on a vu récemment, les politiques au Danemark. Comment est-ce qu'on en arrive là? Merci.
Les politiques au Danemark dont Madame parle, je pense que c'est le fait que le gouvernement du Danemark a décidé de saisir les biens des réfugiés pour payer pour les coûts de leur accueil, ce qui évidemment pose un certain nombre de problèmes. Le fait de demander à des réfugiés ou à des migrants de contribuer s'ils le peuvent, c'est quelque chose. D'ailleurs, si on offrait à beaucoup de réfugiés et à beaucoup de migrants dans les pays de transit d'acheter des visas pour eux et pour leur famille, mettons pour les réfugiés à 200 € chacun, chaque visa, les 95% des réfugiés trouveraient les 200 €. Pas tous. Il faudra être flexible là-dessus. Mais on les trouverait et on récupérerait de l'argent pour payer pour les coûts. Les autres migrants, on peut leur demander aussi. Si on peut payer 20 000 € à un passeur, on peut payer 1 000 € pour des visas. Et donc ça, on peut le faire. Ça, c'est un moyen de récupérer des sous. Mais pour ça, il faut s'organiser, puis il faut faire ça dans le pays de transit. L'idée de saisir des biens à l'arrivée à des réfugiés, ça rappelle des pages de l'histoire européenne qu'on préférerait oublier. Et ça, je trouve que c'est inadmissible. Malheureusement, c'est suivi. D'autres pays envisagent de faire la même chose. Merci beaucoup, M. Crépeau, pour votre conférence. C'était infiniment intéressant. Camille Marquis-Bissonnette, doctorant en droit. Je voulais savoir ce que vous répondez aux gens qui s'opposent aux migrations à la suite des événements, par exemple, à Cologne, pour le jour de l'an. Merci. Alors, ce qui s'est passé à Cologne est évidemment inadmissible. Les personnes qui ont commis ces gestes doivent être punies. Ils ont violé la loi, doivent être punies, aucun problème. C'est intéressant de voir que dans le New York Times, quelques jours plus tard, il y a eu ce témoignage tout à fait intéressant de dire que chaque année, la même chose se produit à la Oktoberfest à Munich, la fête de la bière de Munich. Et que, paraît-il, entre autres, l'accès aux toilettes pour les femmes est particulièrement pénible, parce que là, il y a une rangée d'hommes de chaque côté et que les mains se promènent. Et que les pires dans ces petits jeux-là, ce sont les Britanniques et les Italiens qui sont à la Oktoberfest. Il n'y a pas été question d'expulser tous les Britanniques et tous les Italiens d'Allemagne, que je sache. Et donc, moi, je trouve à peu près inadmissible que des politiciens s'emparent d'un événement qui est quand même un événement relativement isolé pour pointer du doigt l'ensemble, 1 million de migrants parce qu'une cinquantaine ou une soixantaine ou 75 jeunes ont fait manifestement des bêtises pour lesquelles ils doivent être punis. Je pense que là, il y a un rapport de proportionnalité qui est absurde et que pas un politicien n'a eu le courage de présenter comme absurde à la population. Ça, je trouve ça très dommage. Bonjour, merci pour votre représentation. Mon nom est Laurent Dessart-Bérard, je fais ma maîtrise en sociologie. J'aimerais parler dans le fond, vous avez parlé beaucoup de comment les droits s'appliquent à tous et donc aussi aux migrants, mais le problème que les migrants ont à faire respecter, dans le fond, leurs droits de l'homme à cause du manque de représentation dans les démocraties. Et que, puis dans ce cas-là, il y a un mot qui n'est pas vraiment revenu, mais c'est la responsabilisation, dans le fond, du droit de l'homme que possèdent les migrants et qu'il n'y a plus personne, dans le fond, qui se retrouve qui vont, dans le fond, les renforcer. L'État n'est pas là pour les renforcer parce qu'ils ne sont pas représentés. Et les institutions internationales sont souvent soit mises à part ou n'ont qu'un rôle d'influence, dans le fond, par rapport à ces droits-là. Donc, ma question est, on a vu que bon, les États peuvent être responsabilisés de ces droits de l'homme-là par l'attribution de papiers, justement, à des gens qui sont sans papier dans plusieurs cas. Ou sinon aussi par leur donner une certaine voix par les rapports des droits, comme vous avez mentionné. Ma question, c'était surtout, est-ce qu'il y a un moyen, par exemple, extra-étatique par lequel on pourrait amener une responsabilisation aussi des droits de l'homme de ces migrants-là à l'extérieur des cadres de l'État quand c'est inefficace dans certains cas? Merci. Il va falloir faire pour les migrants ce que les femmes, les gays et lesbiennes, les minorités, les familles de détenus ont fait. Le droit n'a jamais changé la vie de qui que ce soit. Je suis très modeste par rapport à ma profession. Le droit est un outil au service d'une mobilisation politique.
Les femmes ne se sont pas vues attribuer leurs droits du jour où on a proclamé qu'elles avaient des droits. Les femmes se sont battues, bec et ongles, pour faire en sorte que les droits se réalisent les uns après les autres. C'est une mobilisation politique, c'est une pression politique sur les élus, c'est une infiltration des partis politiques, c'est une transformation des programmes de partis, des plateformes électorales. Et en plus de la mobilisation sociale qui se fait pour pointer du doigt des politiciens qui disent des bêtises, pour dénoncer devant des commissions, des assemblées parlementaires, des politiques qui n'ont aucun sens, etc. C'est une mobilisation politique constante. Le problème, c'est que les migrants ne se mobilisent pas. Parce qu'ils ne veulent pas se faire reconnaître. Il faut se rendre compte que le migrant est susceptible à tout moment de se faire renvoyer du pays. S'il est considéré comme un fauteur de troubles, un criminel, quelqu'un de dangereux ou quoi que ce soit. Ou s'il a perdu son travail et qu'il n'était ici que sous condition de travailler. Donc, l'objectif du migrant, ce n'est pas de faire valoir ses droits. L'objectif du migrant, c'est d'envoyer de l'argent à la maison. Donc, si protester, ça risque de le renvoyer chez lui, c'est contre-productif. Beaucoup de migrants, la stratégie la plus fréquente chez les migrants, c'est « moving on ». Tu n'as pas été payé pendant 6 mois, on l'oublie, on trouve un autre employeur, on récupère de l'argent, on envoie de l'argent la semaine prochaine. On ne va pas aller devant le tribunal chercher son salaire. Bien trop compliqué. Le respect de mes droits, ce n'est pas mon problème. Ce que je veux, c'est de l'argent pour ma famille maintenant. Et donc, quand ils le peuvent, ils ne peuvent pas toujours, mais quand ils le peuvent, beaucoup de migrants changent d'employeur, passent à autre chose, ont perdu 3-4 mois de leur vie à travailler pour quelqu'un qui ne les a jamais payés, mais ce n'est pas grave. Moving on. Et donc, tant que la voix de ces migrants ne sera pas entendue, et là, on peut faire des choses. Les ONG font déjà un travail extraordinaire. La COSI en sait quelque chose. Vous avez le Conseil canadien pour les réfugiés et la table de concertation pour les organismes au service des migrants et des migrantes au Québec, qui sont des organismes parapluies qui regroupent des tas d'ONG qui travaillent avec des migrants constamment, tous les jours. Vous avez des avocats qui travaillent avec des migrants, souvent pour des peanuts. Vous avez pas mal d'avocats qui travaillent 4 jours pour gagner de l'argent et une journée entière pour des migrants parce qu'ils savent qu'ils ne gagneront pas une scène avec les migrants, mais qu'ils vont faire du bon travail. Souvent, c'est du travail pro bono. Vous avez des institutions nationales des droits de l'homme, des commissions des droits de la personne qui s'intéressent aux questions migratoires. Vous avez des syndicats qui commencent à s'intéresser. Donc, il y a des tas d'acteurs sociaux qui sont capables de porter la voix des migrants. Les professeurs d'école, les assistantes sociales, etc. Ce qu'il faut, c'est les encourager à parler. Ce qu'il faut, c'est développer notre écoute de ce qu'ils ont à dire et faire en sorte que cette mobilisation s'étende. On peut espérer, à terme, moi c'est ce que je dis, mais je pense que ça ne viendra pas tout de suite, peut-être même pas de mon vivant, moi j'aimerais que le droit de vote soit attaché peut-être à la nationalité, ne me dérange pas, mais soit attaché aussi à la résidence. Je ne comprends pas pourquoi un Argentin qui est d'origine italienne, 3e génération né en Argentine, peut voter pour le Parlement italien, alors que le Turc, 3e génération né en Allemagne, ne peut pas voter pour le Parlement allemand. Là, j'ai un problème. Et donc, je pense qu'il faut attacher le droit de vote à la résidence. Mais ça, je le réserve pour mon dernier rapport à l'ONU, parce que ça, ce sera parfaitement inaudible. Je le sais. Merci. J'aimerais vous entendre parler davantage de la question du développement. Vous avez dit que la migration n'est pas liée au mal-développement. J'aimerais comprendre davantage. Et vous dites aussi qu'il faut changer de cadre conceptuel et intégrer la migration, les droits humains et le développement dans un seul cadre conceptuel. J'aimerais vous entendre davantage là-dessus. Oui. Alors, la migration est aussi liée au mal-développement. Mais elle n'est pas seulement un symptôme du mal-développement et elle n'est pas quelque chose que l'on peut ignorer en se disant « on va faire plus de développement, ça va régler le problème de la migration ». On entend beaucoup de politiciens dire ça. « Ah, mais il ne faut pas dépenser sur les migrants, il faut les renvoyer chez eux, puis renvoyer beaucoup d'argent pour faire du développement. Comme ça, ils seront contents chez eux. » C'est pas comme ça que ça marche. L'Italie a été en période de développement constant de 1945 à la fin des années, au début des années 80. L'immigration italienne à Montréal a commencé à décliner en 1975. 30 ans de migration, alors que l'Italie était en développement économique faramineux, les 30 Glorieuses.
Pourquoi? Parce que toute une génération d'Italiens qui avaient vécu la guerre et le mal développement se sont dit « Enfin, j'ai l'argent pour partir ». Le développement provoque des recrudescences d'immigration avant que la migration diminue. Donc, quand on dit « Ah, mais il faut envoyer de l'argent pour faire du développement, ça va réduire l'immigration », c'est absurde. Ça va la réduire dans une génération, peut-être, mais ça ne va pas la réduire à court terme. Et donc, il ne faut pas qu'on fasse des associations de conséquentialistes immédiates. La migration, c'est un phénomène humain. Le développement, c'est quelque chose qu'on peut encadrer et organiser. Il y a des connexions entre les deux, mais il n'y a pas de cause à effet direct. Donc, il faut tenir compte du fait que la migration va continuer de se produire. Et au-delà même des migrations qui sont causées par la violence ou par la misère, il y a aussi beaucoup de migrations qui sont causées par la curiosité. Nous sommes une espèce curieuse. On a envie de savoir ce qu'il y a de l'autre bord de la porte. Toujours. Et je soupçonne que quand nous avons découvert la planète, il y a, mettons, 70, 60 000 ans, et qu'on est parti vers l'Australie, etc., il y avait là-dedans des conditions économiques, éventuellement des conditions politiques, des combats entre clans, etc., des territoires, des questions de ressources. Mais il y avait aussi de la curiosité. Il y avait des jeunes aventureux, comme les voyageurs qui ont traversé l'Amérique au temps héroïque de la conquête de l'Ouest, etc. Il y a aussi ça. Il n'y a pas que le... Alors, moi, c'est ça que je viens de dire. Les politiques de développement vont avoir un impact sur les migrations, mais les politiques de développement devraient tenir compte de la migration et utiliser la migration comme un atout de développement. Alors, la Banque mondiale s'intéresse, malheureusement quasi exclusivement, mais c'est déjà ça, aux remittances, au renvoi d'argent par les migrants. Renvoi d'argent par les migrants qui représentait, d'après ce que dit l'OIM cette année, 575 milliards de dollars annuellement, c'est-à-dire plus de 3 fois l'aide publique au développement annuelle. Les migrants renvoient 3 fois plus d'argent pour le développement que les pays du Nord. Et ce que voudrait faire la Banque mondiale très souvent, c'est d'amener ça dans des projets, dans des investissements productifs. Alors que cet argent-là, il est envoyé de famille, de personne à famille. Et cet argent-là est utilisé soit pour agrandir la maison, parce qu'il y a d'autres enfants, soit pour payer les cahiers et les livres pour l'école, soit pour améliorer la nourriture, acheter plus de lait, etc., qui ne sont pas de mauvais investissements pour la famille, mais ce n'est pas des investissements productifs au sens où l'entendent les ministres de l'économie et des finances. Ce n'est pas un barrage, ce n'est pas une usine, ce n'est pas quelque chose qui va augmenter la productivité nette. Ça va augmenter la productivité sur le long terme. On aura des gens qui seront plus en santé, plus éduqués, etc. Ce n'est pas toujours ce que veulent les ministres de l'économie et des finances. Donc, la Banque mondiale s'intéresse à ça. Et je pense que ces remittances sont absolument essentiels. Ils représentent des parts considérables du budget de certains pays. En Haïti, je ne sais plus, mais c'est 40% du budget, c'est les remittances des Haïtiens de la diaspora. Donc là, il y a un travail à faire, certainement sur les remittances, sur réduire le coût du renvoi d'argent. Hein? Western Union, c'est trop cher, il faut qu'on trouve des moyens moins chers. Le Canada fait des bons coups, par exemple, en Amérique centrale, en Amérique latine, grâce à Scotiabank. Quand vous avez un travailleur migrant temporaire au Québec ou en Ontario qui travaille dans les vergers, vous lui ouvrez un compte à Scotiabank, vous lui donnez 2 cartes clients, une carte client qu'il envoie au conjoint, et il y a des Scotiabank dans toute l'Amérique centrale. Donc, le conjoint va au guichet automatique, met son truc, retire son argent. Fonctionne bien, bon système. Les coûts sont beaucoup inférieurs à Western Union. Là, on a un travail qui peut se faire, mais il ne faut pas seulement tenir compte de ça. On peut faire des politiques de développement, par exemple, avec du reverse migration. Faire en sorte que des migrants qui sont venus au Canada il y a 30 ans, qu'on leur propose de retourner dans le pays d'origine, de monter des entreprises comme celles qu'ils ont montées ici, de créer des instituts de formation dans des domaines dans lesquels ils sont compétents. Là, il y a un travail à faire sur la mobilité, encore une mobilité productive, faire en sorte que les gens fassent des allers-retours, faire en sorte que les gens reviennent dans le pays d'origine ou repartent. Il y a toutes sortes de choses à faire avec la migration, avec ces compétences mobiles qui existent et pour lesquelles, pour l'instant, on ne fait pas grand-chose. On le considère surtout comme quelque chose qui empêche l'économie de se développer. Quand tous les jeunes partent d'une région, on trouve que c'est épouvantable. C'est vrai pour la région, mais c'est aussi une opportunité pour tous ces jeunes-là. La Gaspésie s'est en partie vidée de ses pêcheurs et de ses agriculteurs au profit de Québec et Montréal.
Et une génération plus tard, on revient avec de l'écotourisme, avec toutes sortes de choses qui reviennent. Et c'est ce genre de développement qu'il faut accompagner. Il ne faut pas seulement voir la migration comme une calamité. Toute la migration, par exemple, des professionnels, la migration des professionnels de la santé. On a beaucoup parlé pendant très longtemps des infirmières du Zimbabwe qui étaient toutes envoyées systématiquement en Angleterre. Là, il y a du travail à faire. Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas, comme programme de développement, une école d'infirmières dans un pays et on garantit des emplois au tiers ou à la moitié des infirmières qui sont formées chaque année dans le pays même avec des salaires décents, comme programme de développement, dans des hôpitaux, dans des dispensaires, etc. Et la moitié ou les 2 tiers des autres infirmières sont envoyées à droite et à gauche, là où elles veulent aller, mais dans lequel on offre des emplois. On se sert de cette mobilité pour offrir des emplois sur place, participer aux communautés. Là, il y a un travail à faire avec ces gens-là. Et on n'est pas obligé de rester dans le pays où on a migré. On peut bouger. Les infirmières qui sont parties pendant 5 ans en Corée pour travailler par exemple, auprès de personnes âgées, parce que la Corée et le Japon sont des pays où on a besoin de personnel de soins formés pour s'occuper d'un nombre grandissant de personnes âgées. Au bout de 5 ans, elles peuvent revenir dans le pays et se faire offrir, dans le cadre d'un programme de développement, des emplois suffisamment rémunérés, correctement rémunérés, dans le pays en question. Mais ça, c'est tirer avantage de la migration. Et c'est quelque chose que j'ai l'impression que collectivement, on a encore du mal à faire. Donc, ce serait ça ma réponse. Je pense qu'on a un effort d'imagination à faire pour intégrer la migration comme facteur de développement, pas seulement comme symptôme de mal-développement. C'est ça. Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. Sophie Gagné, étudiante au baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales et la maîtrise en droit international. Oui, donc, j'ai résidé 6 mois en Allemagne l'année dernière, en 2015, puis on parlait beaucoup d'une loi qui soit devait être adoptée prochainement ou avait été adoptée, là, je suis plus certaine, qui visait à renvoyer des migrants dans leur pays d'origine après plusieurs années là, de résidence. Donc, j'imagine que c'était des migrants illégaux à ce moment-là. Puis maintenant, avec la politique d'accueil face aux réfugiés syriens, à la crise syrienne de l'Allemagne, je me demande qu'est-ce qu'il y a à comprendre de la politique étrangère, la politique de l'Allemagne par rapport aux migrants. Est-ce que c'est une soudaine prise de conscience qui m'étonnerait ou c'est plus une question de leadership et d'image au niveau international et européen? C'est une bonne question et la question s'adresse à tous les pays européens et à une partie des autres pays du Nord global et en fait à une partie des pays de tous les pays d'accueil de la planète. Nos politiques d'immigration sont, on le rappelle, hein, je reviens toujours aux mêmes choses, si vous aviez des politiques, si le gouvernement canadien ou allemand faisait des politiques sur les femmes et que c'était fait par des comités entièrement composés d'hommes, vous imaginez la réaction. Mais les politiques d'immigration sont faites par des citoyens qui n'ont aucune idée de ce que c'est que l'immigration. Et bien souvent, on l'a vu ici avec un ministre de l'immigration qui gesticulait beaucoup et parlait beaucoup à la radio et à la télé, on a beaucoup de politiques d'immigration réactives. C'est-à-dire qu'il y a un scandale qui éclate quelque part, tout de suite, le ministre annonce un changement de la loi. On n'a aucune idée de ce que la loi disait avant et on n'a aucune idée de l'effet que le changement va avoir. D'ailleurs, il n'y a aucun mécanisme d'évaluation de cet effet qui est mis en place. Mais le changement de la loi, c'est la réponse du ministre, on en rend la loi plus stricte et on a fermé ce loophole. Hein? C'est ce genre de réaction qu'on a. Donc, on a beaucoup d'annonces parfaitement contradictoires sur le cours de 6 mois, sur le cours d'1 an. Et les effets d'annonces en matière migratoire sont d'autant plus importants qu'on n'en mesure jamais les véritables effets. La Suède, le ministre suédois a annoncé récemment qu'ils allaient expulser 80 000 réfugiés. J'ai hâte de voir comment. J'ai hâte de voir comment, parce que d'abord, il faut les trouver. Si vous annoncez que vous allez les expulser, c'est à peu près sûr qu'il y a une bonne partie d'entre eux que vous ne trouverez pas. 1. 2, ça veut dire affréter des avions à 800 € le billet, mettons, là, fois 80 000. C'est un coût prohibitif. Ça sert à quoi? Ensuite, il faut les détenir. Vous allez faire de la détention administrative pour combien de temps? 80 000 personnes en détention. C'est absurde. Donc, l'effet d'annonce est un effet à l'approche d'élections. Le fait que ça soit réalisable ou pas, ça n'a aucune importance.
Quand le ministre canadien de l'Immigration, il y a quelques années, a annoncé que le Canada avait empêché 5000 criminels d'entrer au Canada. Alors évidemment, on était un certain nombre à demander au ministre de nous faire part de sa méthodologie, calcul, d'où viennent les chiffres. On n'a jamais eu de réponse. On ne le sait pas. Et d'ailleurs, vous regardez les statistiques sur la migration clandestine, à part les États-Unis, à cause du recensement américain, qui est un système un peu spécial, on n'a pas de chiffres. Demandez à l'immigration combien il y a de migrants clandestins au Canada. Moi, j'ai entendu 200 000 il y a 25 ans. J'ai entendu 1,2 million. J'ai entendu 800 000, 450 000. Personne ne le sait. Et les gouvernements ne veulent surtout pas le savoir. Parce que si on le savait, on demanderait au ministre pourquoi ça ne descend pas. Tant qu'on ne le sait pas, on ne peut rien demander au ministre. Donc, pas de statistiques, pas de questions gênantes. Je pense que c'était un petit peu l'idée de supprimer le long form questionnaire pour le recensement canadien aussi. Et là, on a un vrai problème. Là, on a un vrai problème. Les politiques sont contradictoires parce qu'elles sont faites sur des critères qui n'ont rien à voir avec l'immigration elle-même. C'est des critères qui sont des critères réactifs à une situation politique donnée, bien souvent. Alors, je pense que ça a été un peu différent dans la dernière année en Allemagne, parce qu'à partir de septembre, Mme Merkel a pris une position de principe qui a été suivie par son vice-chancelier, qui a dit de façon très réaliste que l'Allemagne pouvait accueillir 1,5 million de migrants par année sur plusieurs années, ce qui est une position parfaitement réaliste. L'Allemagne peut le faire. Alors que les conditions politiques se détériorent si elle le fait, ça c'est possible. Le problème que nous avons en Europe, et c'est vrai pour tous les pays du monde, ce n'est pas un problème de capacité, c'est un problème de leadership politique. La crise migratoire en Europe n'est pas une crise de capacité, c'est une crise de leadership. Les politiciens européens sont incapables de s'entendre à cause d'échéances électorales multiples, diverses et contradictoires. On a le temps file. On a du temps peut-être pour une brève question. On peut prendre les deux questions en même temps. Oui, les deux questions en même temps. Deux brèves questions. Moi, ce que j'allais dire, j'allais permettre la deuxième, mais je disais juste que si la réponse est très brève, autant que la question, on pourra c'est moins sûr. On pourra avoir une deuxième question très brève, l'habitude. avec une réponse très brève, parce que les gens ont hâte de boire leur petit verre de jus. On va prendre les deux questions en même temps. Oui. Alors, bonsoir, je m'appelle Friguier Camara, je fais une maîtrise en gestion de développement international de l'action humanitaire. Et ma question concerne la migration en Europe que nous avons constatée en 2015, qui a suscité beaucoup d'engouement. D'une part, l'applaudissement pour les migrants, on les accueille, et d'autre part, la fermeture des frontières jusqu'à la saisie des biens. Donc, quelque part, nous avons constaté un écart entre les discours qui s'annoncent plus haut et les pratiques. Donc, cet écart-là, comment vous analysez l'écart entre ce qui se dit plus haut et dans les faits pratiques en général? Très bien. Merci. L'autre question? Bonjour. Moi, je m'appelle Smith Augustin, je suis étudiant au doctorat en sociologie. Bon, j'ai deux questions, mais la première est très simple. Au départ, vous avez dit que la terminologie migration économique serait une terminologie inadéquate. Et à cette terminologie-là, vous préférez celle de migration de survie. Donc, qu'est-ce qui explique ou qu'est-ce qui justifie cette préférence? Enfin, la deuxième question, qui pour moi est encore plus importante, c'est quand vous avez mentionné la notion de la mobilisation politique, qui réellement est ce qui permet le changement de mentalité de politique, etc. Tandis que dans le cas des migrants, c'est pratiquement impossible. Donc, comment on peut surmonter ça comme... C'est comme une fatalité un peu qui n'aide pas. Donc, comment surmonter ça et permettre que les migrants participent à une certaine mobilisation politique pour que vraiment le mouvement à leur faveur puisse aboutir. Sinon, c'est comme ce que vous avez dit en termes de dignité, quoi. Comme ils ne participent pas, ils n'ont pas la possibilité de faire des choix et ça limite toute la lutte en faveur des migrants. Voilà. Merci. Très bien. Écart entre discours et pratique. Je reprends ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Les politiques sont adoptées pour des raisons qui n'ont pas toujours quoi que ce soit à voir avec ce qui se passe concrètement sur le terrain. On se souvient d'un ministre canadien découvrant tout d'un coup que quelques mineurs, des gens qui travaillent dans des mines, chinois, avaient payé des frais de recrutement qui sont interdits par la loi canadienne et par la loi chinoise. Et il s'est ému de cela et il a changé la loi pour interdire encore plus sévèrement les frais de recrutement. Ça n'empêche pas que tous les migrants temporaires, même pour le Canada,
à peu près tous, pas tous, mais à peu près tous, payent des frais de recrutement. On le sait. L'effet d'annonce et la pratique sont à deux opposés, mais on le sait, ça n'a pas d'importance pour le ministre et puis ça n'a pas d'importance pour les recruteurs. Ils savent très bien que l'effet d'annonce ne sera pas suivi d'une criminalisation du recrutement. Donc, c'est constant, cette divergence entre les politiques, les discours publics et les pratiques. C'est permanent en matière migratoire. La raison pour laquelle je parle de migration de survie, c'est que les politiciens font la distinction entre les réfugiés et les migrants économiques. Alors, les réfugiés, c'est ceux qui ont besoin de protection. Les migrants économiques n'ont pas besoin de protection. On peut les renvoyer chez eux. Et quand on dit migrants économiques, ben, ça inclut les expats qui travaillent au Qatar comme ingénieurs, docteurs. Ça inclut ceux qui travaillent dans des entreprises d'ingénierie en Indonésie et ailleurs. Et puis, quelque part, c'est un peu à eux qu'on pense. Des migrants économiques qui ont des choix, peuvent revenir au Canada pour les vacances, puis tout d'un coup, il y a une job à Edmonton, on va la prendre. Et puis, finalement, c'est trop froid, on va retourner au Qatar. Avoir des choix, être capable d'exercer des choix en fonction de sa propre dignité. Moi, il me semble que les migrants de survie dans la catégorie migrants économiques sont dans la même situation que les réfugiés, pas dans la même situation que les expats. Et donc, je préférais avoir une terminologie qui mette dans le même bateau, pour faire un mauvais jeu de mots, les réfugiés et les migrants de survie, qui sont des migrants économiques, qui n'ont pas le besoin de protection des réfugiés, mais ils ont des besoins de protection tout autant que les réfugiés, des protections de leurs droits, y compris le droit au travail, le droit à la santé, le droit à l'éducation, etc. Et donc là, pour moi, il y a une catégorie qui me paraît être la catégorie sur laquelle il faut se pencher. Les expats, je les aime bien, j'en fus un, mais on n'a pas énormément de problèmes à défendre nos droits. Pas toujours vrai. Dans des pays comme le Qatar, vous avez des gens qui sont allés au Qatar comme des très hauts gradés avec des très gros salaires et puis énormément de air miles sur leur carte et qui se sont retrouvés du jour au lendemain en résidence surveillée ou en prison. Donc, il peut y avoir aussi pour les expats des problèmes. Mais la grande majorité des expats n'ont pas énormément de problèmes. Alors que les migrants de survie, qu'ils soient réfugiés ou qu'ils soient travailleurs migrants temporaires, eux ont des problèmes. Comment faire une mobilisation des migrants? Extrêmement difficile. Il faut travailler avec les syndicats, il faut travailler avec les ONG. On obtient régulièrement des migrants qui acceptent d'aller devant les tribunaux et on va avoir des décisions devant les tribunaux, Cour fédérale, Cour suprême, parce qu'il y a un migrant qui a décidé d'y aller, hein, et puis il y en a un autre, et puis il y en a un autre. Mais si tous les migrants dont les droits sont violés allaient devant les tribunaux, le système judiciaire canadien serait engorgé pour 30 ans. Je veux dire, ingérable. C'est parce que les migrants ne font rien que le système arrive à continuer à fonctionner. Donc, la mobilisation, elle est importante. Elle est difficile. Le travail doit être fait, à mon avis, par des militants, par des gens dans des syndicats, dans des organisations de développement, dans des organisations de droits de l'homme. Elle doit se faire en racontant des histoires. Moi, je trouve que les artistes font très bien ces temps-ci. Il y a beaucoup de films qui sortent sur la migration. Il y a des livres, hein, The Illegal, de Lawrence Hill, qui vient de sortir, qui avait sorti The Book of Negroes, et qui là a travaillé sur les migrants en situation irrégulière. Alors, Lawrence Hill vient de sortir The Illegal, des films, des photos. Énormément de photographes se sont promenés d'abord à Lampedusa et maintenant sur les plages grecques, etc. Et ont sorti des expositions. Les artistes sont avant la vague, comme toujours, hein, Guernica de Picasso, etc. Les artistes sont avant la vague, et si on écoute les artistes d'aujourd'hui, ils parlent de migration. Et là, ça transforme les consciences petit à petit. Ça prend du temps, mais ça vient. Donc, c'est un travail de fond, c'est un travail pénible, c'est un travail quotidien, migrant par migrant, famille par famille. Mettre 2 enfants à l'école, c'est une victoire. Surtout à Montréal, si on vous demande les papiers. Alors, heureusement, à Montréal, sur l'accès à l'école, il y a beaucoup de directeurs d'école qui passent par-dessus l'obligation de présenter des papiers et mettent les enfants quand même à l'école. Donc, il y a toute une pratique, encore une fois, les pratiques et les politiques sont différentes. On dit aux directeurs d'école de ne pas les admettre et les directeurs d'école les admettent. Même chose pour les médecins. Beaucoup de médecins, même travaillant dans des hôpitaux, vont soigner des migrants sans passer la castonguette, parce qu'il n'y a pas de castonguette. Et ils vont le faire. Il y a maintenant aussi un dispensaire à Montréal de Médecins du Monde pour les migrants sans statut. Donc, toute cette mobilisation qui est faite au quotidien, je suis confiant qu'elle finira par produire des résultats. Et nous allons arriver à faire prendre conscience à nos concitoyens que là, il y a un vrai problème et qu'il faut changer d'attitude.
mais je crains que ce soit générationnel. Je crains que ce soit la génération qui a 20 ans aujourd'hui, qui est beaucoup plus mobile et diversifiée que ma génération, d'il y a 35 ans, quand j'avais 20 ans. Moi, quand j'étais petit, aller en Ontario, c'était déjà extraordinaire. Et j'ai des enfants qui sont allés vivre en Argentine, en Australie, au Pérou, etc. Donc, il y a une mobilité chez les gens dans la vingtaine aujourd'hui. Il y a une habitude de la diversité, des différentes couleurs de peau, des langues, des religions, etc., que nous n'avions pas. Et j'espère que cette génération, une fois au pouvoir, va faire passer ce genre de message et va transformer. Mais j'aimerais que ça arrive avant ça. Et je le souhaiterais, mais c'est à nous de nous mobiliser les uns après les autres. Je vous remercie tous. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Bon, je dois juste préciser que je faisais des petites blagues sur le cocktail de tout à l'heure, mais en fait, c'est quand même un super cocktail avec à manger aussi. Donc, on va avoir à manger. C'est un cocktail qui nous est offert gracieusement par la COSI. Donc, ce sera dans le hall qui fait face à l'amphithéâtre. Avant de s'y rendre, quand même, je voudrais en profiter pour remercier chaleureusement notre conférencier pour son exposé vraiment... vraiment super intéressant, puis qui s'adressait en plus à des gens, je suis sûr qu'il y en a parmi vous, beaucoup de gens qui sont déjà très mobiles ou qui le seront, qui seront des migrants. Je vous souhaite toutes les chances possibles dans vos migrations. Donc, je remercie aussi les organisateurs, en particulier la COSI qui a travaillé avec nous à la Chaire en développement international, Daniel Bélanger aussi pour son appui, Jeanne Lamourie, beaucoup pour l'organisation qui est à l'origine de tout ça. Puis, je voudrais préciser aussi que la conférence devrait être disponible en ligne prochainement. Malheureusement, pour les gens qui sont à distance, qui nous écoutent, bien, le virtuel ne nous permet pas encore de vous payer un petit cocktail. Donc, je vous souhaite bon appétit, puis à la prochaine. Donc, au plaisir d'échanger avec vous tout de suite. Merci.